Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Bon, d'accord. Je demande, mais bon, personne me répond. Alors, je sais pas si je vais commencer finalement. Bon, allez, c'est fini maintenant. On arrête de discuter. C'est parti. C'est la Calling Station numéro 55 qui va démarrer. On va faire comme d'habitude le décompte traditionnel. Je vous attends dans le chat. Allez, c'est parti. 4, 3, 2, 1. Calling Station numéro 55, c'est parti. Calling Station. Calling Station. Voilà, Calling Station numéro 55, c'est parti. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que ça s'est bien passé cette semaine pour vous. Alors ce soir, nous avons deux invités. Un que vous connaissez sûrement très bien. Le premier, c'est un nouveau Black Member. Il était coach il y a encore pas très longtemps. C'est Monsieur Yomgiz. Salut Yomgiz. Bonsoir à tous, ça va? Ouais, ça va et toi, tu as la forme? On fait aller, ça va. Ça swing beaucoup en ce moment. Ça swing? Bon, on va en reparler ça, Yomgiz, de tes swings et tout ça, et de ton grindage. Bon, on va en reparler, ce sera en deuxième partie. Et en première partie, et pour nous accompagner, pour nous aider aussi dans la traduction, il y aura Mike. Salut Mike. Salut Tis, salut tout le monde. Et notre invité s'appelle Tim Bonnen. Je vais laisser le soin à Mike de le présenter. Vous le connaissez certainement moins, mais c'est quelqu'un qui vient d'intégrer il y a déjà 6 mois, je crois, l'équipe de pokerstrategy.com et qui va s'occuper du sujet brûlant que tous les Belges, à mon avis, auront à cœur d'écouter ce soir. Alors, je laisse le soin, évidemment, à Mike de le présenter. Je salue, évidemment, notre invité. Salut, Tim. Et bonjour tout le monde. Et en plus, il parle français. Ouais, un peu. Oui, parce que tu n'es pas belge, tu es hollandais, en vérité. Non, je suis belge. Ah, tu es belge quand même, d'accord. Oui, je suis d'Anvers. Mais du côté flamand, voilà. Oui, en effet. Très bien. Mais éventuellement, on verra ça avec Mike. Peut-être que, vu les questions techniques, etc., tu répondras en anglais et on traduira. Mike fera comme d'habitude sa traduction. Il fera le Nelson Montfort de Calling Station. Voilà. Je vais laisser Tim se présenter, juste pour dire qu'effectivement, il a rejoint l'équipe hollandaise de pokerstrategy.com. Pourquoi la Hollande? Situation géographique, c'est vrai que les Belges, il y a un côté flamand et puis il y a un côté près de la Hollande et il y a un côté près de la France, on va dire comme ça. Donc on a beaucoup de Belges qui jouent parmi nous, on va pas en citer, on oubliera Maxi Pouce et Scrooge. Mais il y en a aussi beaucoup qui jouent dans la communauté hollandaise. Donc on a un petit problème pour les deux communautés, parce qu'après avoir le marché français qui a été séparé des autres marchés, il y a aussi maintenant la question de savoir est-ce que les joueurs belges vont être aussi séparés de la communauté française. C'est un petit peu ce qui s'est passé, on a la même chose pour les Hollandais. C'est là que Tim vient nous rejoindre, et puis je vais le laisser présenter et expliquer un petit peu ce qu'il fait dans l'équipe hollandaise. Tim, comme tu veux, en français, ou si tu te sens pas à l'aise, en anglais. Ouais, donc je m'appelle Tim et j'ai rejoint le team de Poker Strategy avec I'm gonna do it in English because so I joined Poker Strategy and my main goal was to
inform our members about the regulation in Belgium. Donc il a rejoint l'équipe hollandaise et son but principal c'est d'informer les poker stratèges sur ce qui se passe avec la législation, les changements de législation en Belgique. Yeah, and that's why I have good contacts with the Belgian government and also the Belgian Gambling Commission. So those are my main sources. Donc il est en contact direct avec le gouvernement belge et le système de régulation belge. Do you know, I don't know, sorry, there is probably a name for the regulation system in Belgium. In France we have the Argel. What is it been called in Belgium? Oh, actually we have no name for the law. No name, okay. No, actually it's named after its author, Karel de Vlies. So when we talk about the gambling law, we call it the law de Vlies. Ok. Bon, voilà, donc il n'y a pas de nom apparemment, je sais pas. No Name, ça s'appelle No Name. Ils prennent le nom de celui qui l'a sorti, Louis, je sais pas trop quoi. Ah d'accord, ok. Ok. And so that's also why I'm here tonight, and I hope I'll be able to answer all your questions in a satisfying manner. Ok, donc c'est là qu'il est là ce soir pour essayer de répondre à vos questions. C'est moi, je vais commencer par poser une. Est-ce qu'il y a des Belges parmi nous? Oui, dans le chat, répondez. Dans le chat. Est-ce qu'il y a des Belges parmi nous? Parce que sinon, on coupe cette partie et moi, je vais boire une bière avec Tim. Oui, il y en a, ouais. Ok. D'ailleurs, est-ce que tu bois de la bière, Tim? Qu'est-ce que tu penses? Je suis de la Belgique. Ben oui, c'est pour ça. Mais bon, ok. Un Chimay, par exemple, oui. Voilà, allez. Ok, je sais qu'on avait des questions. Soit vous en posez sur le chat, soit on commence déjà. Tim, can you just before we start with a question from you, just give us a short bullet points about what's going on in Belgium right now. Est-ce qu'il peut nous donner en quelques points un petit peu ce qui se passe en Belgique? Yeah, so it all started actually in December 2010. When the Gambling Commission proposed a law to regulate games of gambling, and poker is considered to be a game of gambling. But because we had I'll let you translate first. Donc tout commence en 2010 où le gouvernement belge décide justement de passer une loi pour réguler le poker qui est considéré comme un jeu de gambling. Yeah, after you. Yep, but because we had no government at that time, it took quite some time before the law was passed and before we had royal decrees. So actually that happened in July 2011. Comme ils n'avaient pas de gouvernement à ce moment-là, ça a pris du temps et maintenant la loi vient de passer in January, you said? Yes. No, July. Il y a quand même que les Belges qui peuvent faire passer une loi sans gouvernement. Non, ils ont attendu. Ouais, c'est un peu étrange, c'est vrai. Mais donc, so now we have the law, and the main points are that if you want, as a poker room, to obtain a license to provide online poker in Belgium, you need to be land-based. So you need to have a company in Belgium. That's a first aspect, and then a second aspect is that you need to work together with a company that is already established in Belgium. So you would have to work together with a casino, for example, and casinos have A licenses, and if a poker room works together with a casino, they will obtain an A+ license, and that's the license that, for example, PokerStars.be has right now. Ok, donc deux conditions principales pour qu'une plateforme puisse proposer le poker en ligne en Belgique à la suite de cette loi. La première, c'est qu'ils aient un site, une société en Belgique. Donc pas possibilité d'avoir la compagnie à Gibraltar ou ailleurs, donc il faut avoir une compagnie en Belgique et en plus être en collaboration, le deuxième point, avec du casino en dur, donc quelqu'un qui a déjà une licence en Belgique. C'est le cas par exemple, c'est la condition nécessaire, ces deux conditions nécessaires pour pouvoir obtenir une licence dite A+, qui permet justement de proposer du poker en ligne. C'est ce que fait PokerStars.be. Il y a une notation comme dans les banques, A+, triple A. Do you know, I don't know, I have to admit, I'm not really well aware about the topic. Who is a partner for PokerStars.be? That's a Circus Group.
I'm gonna search for a specific name, but I know that, for example, Poker 770 also obtained an A+ license. Okay. And they work together with the Spa Casino, and they're actually in the same group as PokerStars. And PokerStars is with Casino de Namur, je pense. Ah, ok. Ouais. Donc, pour l'instant, PokerStars... Et le groupe s'appelle Circus Group. Circus Group, donc voilà, pour PokerStars, c'est Circus Group. Donc, ils sont mis avec le casino de Namur, c'est bien compris. Et alors que Poker 770, eux qui ont aussi une licence A+, se sont mis aussi avec quelqu'un du même groupe de casino, mais c'est le casino de Spa. De Spa. Ah oui, c'est le casino de Spa. Voilà. Ok. So there are 9 casinos who can obtain an A+ license, and then there are 198 casinos who can apply for a B+ license. And so they would need to work together with a company that has a B license. But they can also offer poker. But the difference between someone that has an A+ license is that their stop-loss limit is €750 over 10 hours. And someone with a B+ license, the stop-loss limit there is €250 over 10 hours. So that's the main difference. Ok, donc il y a aussi de nombreux casinos qui ont la licence B, ce qui permettrait à des rooms aussi de faire passer des accords avec ces casinos en dur pour avoir des licences B+. La différence entre la licence A+ et B+, c'est la stop loss, c'est-à-dire la stop quand on a fait des pertes, qui c'est à $750, 750 €. Et c'est ça, 750 hours per hour? Non. Pour la journée, je crois. 750 € in 10 hours. So that's the maximum you can lose. Ah d'accord, 10 heures. Oui. In 10 hours. En 10 heures. Donc, pour les rooms avec licence A+, à partir du moment où vous avez perdu plus de 750 € en moins de 10 heures, vous ne pouvez plus jouer. Et pour les B+, c'est 200 € ou 200. I can actually already add that PokerStars.be, for example, interpreted the law kind of favorably. So the Belgian government intended the law to be you can lose a maximum of €750 over 10 hours if that's it. Something's wrong with this house. C'est Yomgiz qui fait du bruit avec son ordinateur derrière. Yomgiz qui t'es endormi sur... je vais demander à Yom d'être ou de couper son micro ou d'être un peu plus discret avec son ordinateur, parce qu'on l'entend bien, même si il n'est pas. So on PokerStars it's different now. They actually install it as some sort of deposit limit. And it's actually quite funny. When you would, for example, have $20,000 on your .com account, and you get transferred to your .be account, and you don't make a deposit, you can actually lose whatever amount you like. That's how they implemented it. So they implemented it as some sort of deposit limit, which is obviously very good for us. But that's actually not the way it is intended. But right now, that's the way they implemented it. Ok, donc apparemment, PokerStars.be aurait déjà fait une interprétation de la loi assez en notre faveur, en faveur des joueurs, puisque il présenterait ça de la façon suivante. Les 750 €, ce serait en 10 heures à perdre, ce serait correspondant à l'argent que vous avez déposé et perdu, partant du principe que si vous avez par exemple un compte sur le .com avec $20 000 dessus, que vous $20 000 dessus et que vous le passez en .be, donc vous avez $20 000. Si vous n'irez pas de stop loss, vous pourriez perdre tout. Ah oui, parce que c'est ce que j'allais dire. Parce que c'est pas quelque chose qui a été déposé. Voilà. Les gens de middle stake et high stake peuvent plus jouer autrement. Hein. Oui, mais bon, ça c'est justement ce que recherche la loi. La loi veut essayer de protéger la santé publique, on va dire comme ça. Oui, bien sûr, oui, d'accord. Oui. Mais si ils veulent démarrer à zéro, et il y aurait que des gens qui pourraient jouer en dessous de la NL25, quoi, en gros, ou 50, c'est ça, quoi. Ouais. Si on respecte le BRM. Je vois une question. Attends, est-ce que c'est une question J'ai pas vu, je vois une question. Alors une question, le marché serait que belge ou ouvert vers les pays du nord de l'Europe, par exemple Benelux, Hollande et... Non, que belge. Que belge. Only in Belgium, yes. Ah, ok.
Ça, c'était une question de... Oh, il a un côté belge aussi, et je réponds dans le chat, okay. Yom Giz, ouais, bien sûr. Oui. Il y avait aussi des questions, il y avait des personnes qui avaient posé des questions sur le forum. Ouais. On parlait de quelle est la date butoir, c'était Doc4, quelle est la date butoir pour cash-out de toutroom.com n'ayant pas pris de licence belge avec la nouvelle du cloisonnement. Yeah, so do I need to translate or no? Yeah, I think that's just a question that shows that someone is worried if he would remain playing on a .com platform. No, it's about when to cash out. When to cash out before if the room didn't get the license. Okay, yeah. Well, something I didn't tell yet, but is important in regard to this question, is that our law is actually quite contradictory to European law. So the fact that you need to be land-based, as I said earlier, and need to work together with a company that is based in Belgium, is actually contradictory to the European law that says you should be able to offer services and goods, and you should have the right of freedom of goods and establishment. So we at PokerStrategy.com, we are convinced, and a lot of respected lawyers and companies in the gambling industry support our vision, that this Belgian regulation is actually contradictory to fundamental European laws. Okay. So because of that, you shouldn't really worry about playing on .com rooms, and you shouldn't really worry about the Belgian government prosecuting you, because we consider the law to be illegal. But because we also want to provide an alternative for our members who want to play on .be platforms, we will also, provide you with .be poker rooms. So actually, PokerStrategy.com wants to serve as well the players that want to play on .be. But also states that players who want to remain playing on .com shouldn't worry either. Ok. Alors en fait, pour revenir, je crois qu'on avait déjà fait une news à ce sujet-là. Et en fait, c'est que la loi belge, pour l'instant, dans sa forme actuelle, et tout le monde tous les juristes sont persuadés, est contraire aux lois européennes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait de forcer quelqu'un à avoir un siège en Belgique pour pouvoir opérer est quelque chose qui limite un petit peu le droit à la concurrence, et donc est absolument contraire aux lois européennes. Les conséquences, ça veut dire que si cette loi elle sort, elle serait presque carrément illégale d'un point de vue législation européenne. Et du coup, les rooms qui opèrent en .com n'auront pas à être inquiétés par cette loi. C'est pas parce que cette loi sort que ces rooms devraient craindre d'être fermés ou d'être saisis ou des choses comme ça. Yeah. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment besoin de sortir son argent. Mais quoi qu'il en soit, PokerStrategy.com a pris la position qu'on doute aussi forcément de cette loi, comme tous les acteurs, comme PokerStars, des choses comme ça, et qu'on continuera à vous donner la possibilité de jouer sur les deux, c'est-à-dire sur le .be ou sur le .com, parce qu'on ne voit pas de risque de perdre de l'argent là-dessus. Donc il n'y a pas, pour répondre à la question qui était de savoir s'il y a une date butoir pour sortir l'argent, non, il n'y a pas vraiment de point, de timeline, de date butoir pour sortir son argent des roulements.com. C'est toujours, tant que cette loi est toujours contraire aux lois européennes, c'est toujours safe. L'argent sur .com est toujours safe. D'accord. Si vous êtes un joueur belge. C'est une grande nuance avec la loi française, là, non ? Ouais. C'est autre chose. Et puis bon, si jamais ça change, les gens comme Tim, ils auront l'info tout de suite, ouais. Et on vous le dira. Mais pour l'instant, c'est la ligne qu'en tout cas presque toute l'industrie va suivre, et PokerStrategy.com avec. Ouais. So actually, a complaint was filed against the Belgian government. The complaint was made by the European Gaming and Betting Association. So now it will be interesting in regard to our regulation when the European Commission decides to handle the complaint. So actually,
asked the Belgian government about that, and they expect the European Commission not to handle the complaint before 2 years. So that actually means that between this and another 2 years, the Belgian government will go on as planned with the regulation. So even though we think at PokerStrategy.com and a lot of others with us that is contradictory to European law, we don't think a lot will change in 2 years. And also an interesting point is, and also in regard to this question, is that the Belgian government itself is also aware of that. Because in every interview we do with them and in every personal contact we have with them, they always show their intention of working together with the poker industry. So they're actually really open. They like sharing information and they like talking to the poker industry. And they do that because they also know that they don't really want to start prosecuting poker rooms. That's the point. And that's probably because of the complaint. Donc, Tim vient d'expliquer qu'il y a déjà une plainte qui a été portée contre cette loi au niveau de la Cour européenne par l'Association européenne de l'industrie du gambling. Et que donc même le gouvernement belge sait très bien que cette loi vacille un petit peu. En revanche, ils savent aussi qu'ils peuvent compter une fenêtre d'à peu près 2 ans avant que cette plainte soit vraiment traitée. Donc voilà, ils vont pas stopper la régulation du marché, surtout qu'ils savent qu'ils ont encore 2 ans pour le faire. La chose positive quand même de tous les échanges que Tim a avec les acteurs du gouvernement, c'est qu'ils sont tous ouverts au poker, à l'industrie du poker. Donc ils sont tous conscients que pour l'instant ils sont partis dans une direction qu'il va falloir changer. Donc même dans ce côté un petit peu négatif, il y a des ouvertures puisque apparemment il y a une volonté de vouloir travailler ensemble à long terme. Donc affaire à suivre. Je regarde les questions dans le chat. Il y avait peut-être d'autres questions encore sur le. Ouais, il y a d'autres questions, ouais. Mais attends. Comme tu veux, comme tu le sens. Alors, il y avait une question. Je vais pas les prendre toutes. On avait une question de Frisksur. Oui. Mais il en a posé plein des questions. Donc, oui, il y en avait pas mal, ouais. Allez, on va commencer par la première. On n'aura plus accès à des bonus directs dans les boutiques de PokerStars, par exemple. Est-ce le seul changement que la transition du .com au .be entraînera? So it's just about the fact that you will not have any kind of bonus anymore directly on a shop on PokerStars, for example. And is that kind of change the only one we can expect, or there are something more? Yeah, okay, so first of all, Poker is about to move all their Belgian.com players to the .be platform, and they expect that migration to be, they're right now doing that, and they expect it to be finished this week or the week after. Ok, la première chose qu'il faut savoir, c'est que PokerStars est en train de migrer tous ses joueurs du .com en .be. Donc tous les joueurs belges résidents en Belgique qui avaient un compte sur le .com vont être migrés sur le .be. So either they want or they don't want. They have no choice. They have to move. Yes, you have to move. You have no choice. Okay. Qu'ils le veuillent ou qu'ils le veuillent pas, si vous avez un compte sur le .com et vous habitez en Belgique, votre compte va être migré sur le .be. Yeah, exactly. So once this emigration or migration or relocation or whatever you want to call it is finished, you have 2 weeks to spend your FPPs the way you could on the .com platform. So when the migration is finished, you can still use the .com VIP system the way you used to before. So 2 weeks. Donc une fois que votre compte est migré, il y aura une période de 2 semaines. Donc si on compte bien, donc la semaine prochaine il veut faire toutes les migrations, 2 semaines, donc vous avez à peu près 3 semaines en tout pour utiliser tous vos restes de points et vos FPP et les utiliser sur la même façon que vous les aurez utilisés sur le shop en .com. The question is now, what happened after these 2 weeks are over?
Yes. So as said, you cannot buy cash rewards bonuses in the VIP shop any longer. So that's true. And also items that currently have a price of over €500 will not be available anymore in the PokerStars shop. So those two things will go away, and also it will disappear, and also the concierge service. Ok, donc ce qui va déjà être supprimé, c'est vrai qu'il n'y aura plus de cash reward bonus. Parce que c'était pour acheter sur le shop, pour acheter pour du cash, quoi, quand même une espèce de rec-back en achetant avec ces FPP. Vous les connaissez tous pour ceux qui jouent sur le PokerStars. Et puis tous les articles du shop qui ont une valeur au-dessus de 500 € vont disparaître aussi, tout comme le service de concierge va lui aussi disparaître. Oui, alors je réponds juste dans le chat. Effectivement, le son crash. J'espère que Mike va pas nous faire le coup de l'autre fois. J'espère que ça va aller mieux. Je suis pas sûr que ce soit moi. T'es sûr? Non, je suis pas sûr. Mais tu sais que ça a fait la même chose que ce qui s'est passé l'autre fois. Le mien, je pense qu'il crache pas. Vous m'entendez, hein? Est-ce que ça crache? Ça crache. Ça crache pas aussi. Moi, ça crache pas chez moi. J'entends que quand tu parles, mais bon, c'est l'autre fois ça fait la même chose en fait. Voilà, c'est pour ça. Bon, mais c'est pas grave. On va voir. Si jamais c'est trop le merdier, je vous rappellerai. Non, Tim parlera en français, c'est tout. Voilà. Okay, what about the Stellar and Milestone rewards? Yeah, so those are the things that will disappear. What will remain almost the same are the Stellar and Milestone reward bonuses. You used to be able to just buy those with a click, but due to the regulation, it's not possible to offer direct cash bonuses to Belgian players. So what PokerStars did, it's actually funny. So right now you can buy your cash or milestone reward bonus or stellar reward bonus in the shop, and then you get a ticket for a heads-up sit and go tournament. And another guy that bought a stellar reward also buys the ticket, and then you play against him. So in a sit and go, and the first and second place are rewarded the same price. So it's actually exactly the same as it is now, only it is done through a sit and go tournament because they can't give you the cash directly. Ok, c'est vraiment amusant de suivre cette guerre juridique. Alors en fait, le Stellar et le Milestone Rewards, donc qui vous permettaient encore une fois de prendre du cash, PokerStars a réglé ça de la façon suivante. Pour le point BE, vous les échangez contre des tokens qui vous donnent droit donc à un ticket pour faire un tournoi en SNG. Ce tournoi en SNG, c'est un tournoi en heads-up et les deux joueurs gagnent la même chose. Donc c'est assez marrant. Donc voilà une façon de transformer, d'avoir légalement du cashback un peu. D'accord. Et je vous propose. And they actually do the same for the first deposit bonus. They replace that by a depositor free roll, which give you about the same value as a bonus. And the reload bonuses are also the same. So they actually found a way to do it legally, but don't change too much. Et ok, ils font exactement la même chose avec le bonus de premier dépôt, quoi. Donc ils donneront accès à un free roll. Et en fait, dans ce free roll, tout le monde gagnera quelque chose, quoi. Mag, the last point is that you can still also play satellites with your FPPs. Tim, sorry, just 1 minute. Je vous propose, je vous rappelle tout de suite, je raccroche et je vous rappelle instantanément, d'accord? Ok. Parce qu'on a un petit problème de son. Ok. Allô? Allô? Eh bien voilà, tout va bien. Allô? Est-ce que Mike et Tim nous entendent? Est-ce que c'est mieux? Ça, là, pour l'instant, ça va bien, là. Ok. Tim est là? Tim? Ouais, je sais. Pas de souci. Ok, j'espère que ça va aller comme ça. Alors, on en était où? Eh ben, on était à dire que PokerStars c'est des malins, donc voilà, ils ont trouvé des moyens de. C'est pareil. Ouais. Ok. Bon. Écoute, tu parles très bien anglais. Oui, non, mais on va essayer de finir quand même avec Tim parce que c'est quand même vachement intéressant. Allez, on va parler tout de suite sur le rec. Je vais poser la question dans le chat, ok? Voilà.
Donc la question de Frixour, encore une fois, je la mets dans le chat, pour ceux qui ne comprennent pas. On ne paiera plus de REC sur le point BE que sur le COM, on ne paiera pas plus de REC. Est-ce que l'État belge bénéficiera d'une partie de ce REC ou est-ce que la room gagnera toujours la même part de celui-ci? So the poker room will have to pay 15% taxes on the profit they make. And of course, a big deal of the profit the poker room makes comes from rake. So in a way, the more rake, the more tax the poker room would have to pay. But the tax is not calculated directly on rake. So yeah, it's related to each other, but c'est la taxe prélevée par l'État belge ne sera pas directement sur le REC, elle sera sur le profit de la room. But just let me think as a businessman for 1 minute. It's big opportunity for a room like PokerStars to just declare a low profit. So you can imagine you make 1 million in REC. Mm-hmm. But you say, okay, I had 1 million expenses on marketing. They probably could do that. Would make sense. I haven't thought about it that way, but moi, ce que je suis en train de but dire, the thing is, they're based in Belgium, so there will be probably a lot of the Belgian government will look closely into their accounts, it would still be possible, yes. J'étais surpris de voir parce que je pense qu'une des raisons principales pour laquelle l'Argel a directement taxé sur le REC et pas sur le profit, c'est que justement pour une entreprise comme PokerStars, le fait d'être taxé sur le profit, c'est quelque chose de très facile à dissimuler, surtout pour une entreprise multinationale comme PokerStars. Il suffit qu'elle fasse des grosses factures et elle diminue son profit. Mm-hmm. En exagérant un petit peu, tous les mois, il y a une facture de marketing qui arrive de PokerStars.fr vers la PokerStars.be. .be, ça diminue le profit de PokerStars.be et du coup, ils sont taxés. Les 15%, l'État belge ne voit rien. Mais bon, à voir, à discuter. Ouais. I can look into that. Ask a bit better how it's done. But I thought it was on the profit, but I can ask. I will look it up tomorrow. Sure. Just a short question about the room. We talk about PokerStars.be, Poker770. Do you already know other room who's gonna move to the .be? Other rooms? Yeah. Do you know some? No. No partner rooms, no. We are currently gathering statements of partner rooms. Yeah. But bwin, for example, they are the ones, together with the European Gaming and Betting Association, that filed a complaint. So they think our law is contradictory to European regulation, so they surely won't launch a .be platform. In other rooms, they're still considering it. Other partner rooms, question there is, donc Tim est en train de nous dire que dans le room partenaire, il y a bwin qui, eux, font partie de cette association qui a porté plainte contre la loi belge, ne va pas créer de room en BE. Et là, ma question, ça va être, mais est-ce que ça veut dire qu'ils vont toujours autoriser les joueurs habitant la Belgique à jouer sur bwin.com? The question is still now about, for example, bwin. Will the Belgian player living in Belgium will be authorized to still play on bwin.com? Yes. Okay. Donc c'est ça. bwin va. Because if bwin doesn't agree with the law as they are now, so they will keep providing their services, and the only way to make them stop is to prosecute them. But as I said earlier, the Belgian government isn't really looking forward to do that. Currently, if the situation will change, and the situation can always change, then of course we will communicate that to our members. But as it is now, they will for sure keep offering their services to Belgian players on their .com platform. Ok. Il dit que
il y aura vraiment pas trop de moyens d'empêcher que bwin continue à proposer à ses joueurs de jouer en .com. Ça regroupe un peu la question de Rose 1 qui demandait comment est-ce qu'on empêchait les joueurs de jouer en .com. Ça va être presque impossible puisque à cause de cette loi qui est très discutée. The question also is about if someone is still playing on the .com, what are the risks for him? So is there any kind of sanction who could happen? Yeah, so we at PokerStrategy.com believe that at the moment there is absolutely no reason to worry while playing on a .com platform. So yeah, that's actually. Excuse me again. Say again. Okay, so we at PokerStrategy.com believe that currently no one playing on a .com platform should worry, and because of the reasons I explained in the beginning. Okay, well. Comme on l'a dit tout à l'heure, nous sommes persuadés, en tout cas à PokerStrategy.com, comme beaucoup, qu'il n'y a aucune sanction qui vont pouvoir être prise contre les joueurs belges habitant la Belgique qui continuent à jouer sur le .com. Question again. So if the situation would change, we will of course let you know because it can always change. But currently, there's really no reason to worry. En tout cas, soyez sûr que s'il y a quoi que ce soit qui change et qu'on sent le danger parce que la loi change ou est adaptée, on vous le fera savoir. A quick question about this partnership between the real casino and this casino online. So what does it include? What is there something good out of it for the player? Donc, so what does it mean? Let me translate the question. Oh, sorry. Comme on l'a dit au début, les rooms en ligne, si elles veulent opérer sur le marché belge, doivent passer un accord avec les casinos en dur en Belgique. Et donc la question de savoir, c'est une question de Francio 59, quel est un petit peu qu'est-ce qui va ressortir de cette relation? Est-ce qu'on peut s'attendre à des événements spéciaux, des tournois spéciaux et quelque chose de positif pour les joueurs? Yeah, so what it means working together with a casino is that you can offer all the games that the casino offers. So that at first, so you can offer online every game that the casino offers offline. And in regard to special tournaments or promotions, actually nothing is known about that yet, because everything is still in a test phase, and the only legal poker room operating right now is PokerStars.be, and they didn't launch any big promotions in regard to the offline casino. But I can imagine there will be a lot more satellites in the future that make a link between, on the one hand, playing a satellite online and winning a seat in an offline tournament in the casino. But furthermore, there's not much known about big promotions or big advantages because they work together. Donc pour l'instant, il n'y a rien vraiment de précis, donc pas de grande promotion annoncée, juste comme ça. C'est juste un petit peu de la devinette, du bon sens, à savoir que toutes les rooms en ligne pourront offrir tous les jeux qui sont proposés dans le casino offline, des casinos en dur avec lesquels ils sont associés, et ça amène très vite à penser qu'il y aura aussi une croissance du nombre de satellites pour faire venir les joueurs dans les casinos. Donc on peut s'attendre à ce genre de promotion de plus en plus. Okay, Tim, I'm trying to speed it up because the guys are complaining that the sound is very bad coming from me. Mm-hmm. Again, one guy in the chat is afraid or ask about the danger to get bankroll frozen on a .com. I just gonna repeat what you just said. Donc pour Gibouille qui est en train de s'inquiéter, il peut y avoir une sanction de geler une bankroll pour quelqu'un qui habite la Belgique, qui joue sur une room.com. Tim vient de le dire. À cause de la situation juridique qui est très disputée en ce moment, on pense que le risque tend vers zéro. Donc c'est pour ça qu'on vous conseille encore de décider comme vous le voulez. On vous donnera les deux possibilités, mais ce sera encore possible de jouer sur le .com.
Sans risque. Est-ce qu'il reste des questions dans le chat? Je suis en train de regarder. Tac. Si on n'a pas loupé de questions super importantes, ouais. On parle. Oui, c'est Nico Star qui pose la question de l'imposition. We're talking maybe about some tax on regular players. Yeah. Do you already have some information about that? Yeah, actually, I talked to Stefan Huizentraat yesterday. He's a partner of Karel de Vries, so he should be pretty well informed. And I also contacted our tax department. And the tax system as it looks now is that players who are classified as regular players will have to pay taxes, and players who are classified as occasional players will not have to pay taxes. Okay, just let me translate. Mm-hmm. First of all, who is Karel de Vries and who is Stefan Huizentraat for? Who are they? They both work for the Belgian Gaming Commission, and okay. Yeah. Ok, donc Tim a parlé personnellement il y a quelques jours avec Stefan Huizentraat et Karel de Vries qui sont en contact direct, qui travaillent. Are they working for the government or? Yeah. So Karel de Vries actually is a high-level politician. Okay. Yeah, who's into prevention of fraud and ok, donc un politicien très haut placé qui justement s'occupe du dossier. Et c'est vrai, il a confirmé que les joueurs réguliers auront à payer des taxes, quelle que soit la hauteur du revenu, alors que les joueurs occasionnels n'auront pas à payer de taxes. Donc là maintenant la définition c'est yeah, so what is a regular player, Tim? Yeah, that is of course the question I asked as well, and the answer is actually quite surprising. So the tax department and Karel de Vries told me that it would be left to the judgment of the tax department whether someone is a regular player or a recreational player. So it's a matter of judgment, they said, and it's up to the tax department itself to decide whether someone is a regular player or an occasional player. This is weird. Yeah, it is very weird. But if they classify you as a regular, you can always object to it in court. And so at first I thought, typical Belgium rule doesn't make any sense. But actually Germany has the same tax rule. Ok, alors la réponse à sa question qui a été quand il a demandé à ces deux hommes politiques qui s'occupent du dossier de comment savoir si on est un joueur régulier ou pas, considéré comme un joueur régulier ou pas par le service des taxes ou des impôts, eh bien c'est tout simplement que ce sera une décision de jugement, il n'y a pas de critères fixes, ce sera jugé au cas par cas. Et si jamais on vous si les impôts vous déclarent en tant que joueur régulier et que vous n'êtes pas d'accord, il faudra pas porter plainte, mais faire objection. Donc ça a l'air très 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 bizarre. Ouais. Et c'est la même situation comme allemand. Okay. The big question here, Tim, is from know-how or what happened? Imagine if the regular player was a regular player before the regulation. Does he have to fear something or not? Yeah, well, if you think this rule is strange, actually what I'm about to say is even stranger. In the past it was, not allowed to play poker, but you still had to pay taxes because there's a law that says even though the game is prohibited, if you make an earning playing it, you still have to pay taxes. So and this law is already in place right now. The law has always been there. Ok, donc il y a en fait il y a une loi en Belgique qui dit attention, le poker c'est interdit, mais si vous jouez au poker,
vous aurez à payer des taxes sur les gains poker. It was not specifically directed towards poker, but it's just a general rule. Ok. Il me corrige, il me dit que c'était pas vraiment dirigé vers le poker, mais c'était une règle générale pour tout ce qui est le gambling online. Et le poker est considéré comme du gambling online. Donc, même à l'heure actuelle, les joueurs belges qui dégagent des revenus en poker devraient déjà payer les taxes. Donc, il n'y a pas de problème d'antériorité pour savoir, je crois que c'était qui est-ce qui a posé cette question, Nico Star ou je sais plus, Arnaud, savoir si tout d'un coup, après le passage de cette loi, vous allez être rétroactivement, on va vous demander des taxes. En fait, vous devriez déjà payer des impôts. Donc Yeah, so it's not that all of a sudden you have to start paying taxes if you're a regular player. You actually always had to. That's the point. Okay, maybe we should just follow the advice from Nico Star. Say, okay, oh my God, just take all the money off my bank account and put it in my home safe. Ouais, donc peut-être qu'il faut suivre le conseil de Nico Star pour les joueurs réguliers. Allez cacher votre argent dans votre coffre-fort, retirez-le de la banque. Non, mais c'est vrai que c'est très très compliqué. Ouais, c'est très étrange. Très étrange. Et puis pour ceux que ça console, Tim pensait que c'était vraiment du n'importe quoi cette loi, mais il y a la même chose en Allemagne. Oui, enfin, c'est pas ça à consoler. Ça console personne, mais bon. Voilà quoi. Ouais. D'accord. Pareil, on vous tiendra au courant là-dessus. Voilà. Sur ce, comme tout le monde m'engueule parce que mon micro grésille. C'est pas ton micro, je pense, Mike. C'est pas ton micro. Hein. C'est ma connexion. Non, c'est une connexion. Skype arrête pas de me balancer des messages comme quoi on rétablit la connexion, etc. Donc c'est la connexion, c'est pas de ta faute. Hein. C'est de la tienne, quoi. Je ne sais pas. Peut-être que c'est ma connexion. On verra. Je pense qu'il va falloir mettre un terme. On s'excuse pour ça d'ailleurs pour le son. Évidemment, Mumu qui arrive. Tim, sorry, but we're gonna just keep it here right now because the guy is complaining that my connection is bad. Non, j'ai pas dit ça. So, anyway, good to know is that you are here, so we can still ask you some questions. And, donc la chose très importante à savoir pour tous nos joueurs poker stratège belges, Tim est dans l'équipe et il fait que ça toute sa journée, contacter le gouvernement et choses comme ça. Si vous avez des questions, vous ne les faites passer sur le forum, on les fait passer à Tim. Il est là pour vous revenir avec des réponses le plus vite possible. Voilà. Il faut jamais hésiter de me contacter. Je suis toujours heureux de répondre à votre question. Bon, super. Merci beaucoup. Alors, pour conclure, Tim, j'aimerais bien te poser une dernière question. Je réponds vite fait à Mumu dans le chat. Je suis musicien et mes pauvres oreilles et ingénieur du son. Crois-moi que je souffre plus que toi ce soir et je suis aussi réalisateur de cette émission. Donc voilà, j'aimerais que ça se passe autrement aussi. Crois-moi, et je fais le maximum. C'est indépendant de notre volonté et voilà, j'en suis le premier malheureux et je m'en excuse. Tim, avant de partir, on va pas parler de toi longtemps, mais j'aimerais savoir quand même si tu es joueur de poker toi-même. Ah ouais, je joue le poker. Tu joues quoi? Je joue NL 50 Heads Up. 50 Heads Up. Yes. Ok. Bon, Alloman, tu as joué déjà avec Tim peut-être? On ne sait pas. Ok. Et pour un joueur de poker comme toi, belge, est-ce que ça te plaît cette loi finalement? C'est difficile à dire. Hein. Il y a des aspects bien et il y a aussi une évolution. Donc nous avons commencé avec une régulation qui était très 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 mal et maintenant nous avons une régulation qui est beaucoup juste mal. Oui, était très très mal, maintenant elle est mal. Oui, mais plus acceptable. souple. Et je veux aussi dire que le gouvernement belge est très ouvert et ils vraiment sont en train d'entendre d'écouter les revendications. No, they really listen to the poker industry and they take their advices into account. Donc il garde l'espoir parce que le gouvernement belge est très ouvert et prend en compte tout ce que l'industrie du poker lui souffle et essaie de faire des changements. C'est bien. Très bien. All right, Tim, thank you very much. Yeah, it was a pleasure.
I'm pretty sure you're going to have a lot of work now that the French guy know that you're here. They're going to ask you. I'm saying French, but actually it's Belgian guy. Yeah, thank you for coming, and I'll see you tomorrow. I own you here. Yeah, okay. Very good, thanks. Ok, merci beaucoup Tim d'être venu, d'avoir répondu si bien à ces questions, et merci aussi d'avoir parlé un petit peu en français. Tu parles très bien finalement. Hein. T'aurais presque j'essaye, mais... Oui, tu le fais très bien. T'aurais presque pu faire toute l'émission en français. Oui, j'espère que c'était un peu clair. C'était très très bien, très très bien. Merci beaucoup, hein, Tim. D'accord, merci pour l'invitation. Ouais, je t'en prie. Ciao. Ciao. Bon, je voudrais savoir si notre deuxième invité, Guillaume Guise, est là. Ouais. Ah, il est toujours là. Ouais, il dort. Ouais, il dort un peu. Les yeux fermés. Ok. Alors, je vais tenter un truc. Hein. Je vais tenter de. Je vais raccrocher Mike. Eh ben non, je vais raccrocher tout seul. Tu vas te raccrocher tout seul. Et je puis, comme un grand. Mais par contre, tu peux revenir. Tu peux revenir si tu veux. Hein. Oui, j'écouterai, mais par contre, je vais suivre dans le chat, donc je vais bien voir. Ah bon, d'accord. Je vais bien voir si ça venait de moi ou pas. Ouais, voilà. Justement, on va faire un test. Allez. Et puis, par contre, tu reviens quand tu veux. Tu sais te connecter à une conversation maintenant. Hein. T'es un grand. Hein. Je fais une bise à Young Guise. Et puis. Et moi, je te remercie, Mike, hein, pour la traduction, comme d'habitude. Nelson Montfort, le plus fort, c'est Mike. Et à très bientôt. Et on va continuer donc avec Guillaume Guise. Resalut, hein, Guillaume. On s'est salué tout à l'heure. Bon, ça va, tu t'es pas endormi depuis tout à l'heure? T'as suivi un petit peu quand même? Ah oui, j'ai quand même suivi, mais disons qu'on n'est pas très concerné par ça. Bah, pas toi, donc, mais les gens dans le chat, oui, il y a tous les Belges et tout. Je me considère comme français, joueur français. Donc, oui, nous, quand c'était nous, on a fait les émissions sur ça, on était concernés, il y avait du monde, crois-moi, qui écoutait. Hein. Alors, je me mets à la place de nos amis belges, oui, ils sont un peu intéressés, quoi. Bon, j'allais te dire, sinon, Guillaume, comment ça tourne en ce moment? Ça tourne bizarre et ça tourne pas super parce que j'ai dû descendre de limite beaucoup. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe? Bon, tu vas nous raconter tous tes malheurs. Mais si je te dis pourquoi ça tourne, ça te rappelle de rien? Si, parce que c'est la tourne. Ah bon, écoute. La tourne, c'est une des pires cartes qu'on pouvait voir. Surtout que la tourne est une très mauvaise carte pour nous. Alors là, c'est une idiotie de donc bet la tourne. Je comprends pas le donc bet à la tourne. Hein. J'ai envie de dire. T'es sûr que t'as ressentir celle-là. La tourne. J'ai envie de dire. Bon, t'avais envie de le dire, hein, Guillaume Guise. Ça, c'était extrait de la première émission de Calling Station où je m'étais un petit peu amusé avec la voix des gens. Hein. Il y avait les voix de Maxi, il y avait les voix de Scrooge pour les accents belges, il y avait la tienne. Alors toi, t'es pas belge. Moi, j'avais tout battu cette fois-ci. Hein. Bah écoute, t'avais eu quand même, parce que après j'avais fait une élection et la tourne avait eu quand même pas mal de suffrages et je me souviens que Mike avait dit, m'avait demandé de la repasser 3 ou 4 fois. Voilà, bon, c'est sur le podcast de la première émission, si ça vous intéresse, c'était rigolo. Il y avait d'autres jokes comme ça. Il y avait Johan Sigrist aussi. Enfin bon, bref. Et toi, en fait, j'avais tiré ça pour ceux qui seraient pas au courant, que j'ai quand même tiré ça d'une vidéo que tu avais fait à l'époque où tu étais coach sur Poker Stratégie et donc j'avais enregistré ce petit truc là et j'avais fait un petit montage. Mais tu disais la tourne. Alors est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi quand même? Alors ça vient j'ai appris les règles du poker avec mon grand-père qui me disait toujours le tournant. Voilà, c'est tout bête. Donc oui, mais le tournant, c'est juste. Quand j'ai appris la turn finalement, je sais pas, j'ai fait dans ma tête toujours la tourne. C'est comme je dis toujours 3 barrels. Jamais 3 barrels bluff, je dis toujours 3 barrels bluff. Ouais. Complètement lifetime. Ouais, et puis j'ai écouté aussi une de tes vidéos qui est pas sur Poker Stratégie, mais où tu avais posté sur ton blog où tu dis non pas les stack size, et c'est pas moi qui il va te faire une leçon d'anglais, mais les stack size, hein, tu dis, hein, toi. Ah bon? Non, oui, si. Ah bah si. Alors là, je vais avoir 2 grammes. Alors là, non, mais tu dis non en plus, mais alors attends, je l'ai pas enregistré, mais la prochaine fois, je te la passe. Hein. Ah, comme tu veux. Le sizing, hein, il dit. Non, hein, il dit pas. Non, le stack size, tu dis. C'est bon, d'accord. Je fais des erreurs en anglais, je suis d'accord. Je ne suis pas bilingue, loin de là, mais quand même le sizing. Et moi, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Bon, pardon, Guillaume. En tout cas, moi, je suis ravi de t'accueillir pour la première fois finalement, parce que tu as
as été un petit peu la vedette à la fin de la première émission, mais t'étais pas là pour te défendre. Hein. Ah non. Donc voilà, maintenant tu nous as expliqué pourquoi. Ça change rien, remarque, hein, parce que ce sera toujours de ma gueule et c'est pas grave. Ça change rien du tout, mais bon, voilà quoi. Alors Guillaume, oui, on en a parlé, t'étais coach et là t'as troqué ta patate bleue pour un bel avatar Black Mamba. C'est ça. Alors ça, c'est classieux, quoi. Hein. Est-ce que t'es content d'avoir bientôt ton costard sur mesure? On dira content, oui, mais quand on voit par quoi on en passe pour arriver à ce statut-là, il y a un peu un goût amer quand même, faut avouer. Ah bon, alors on va en parler. Alors parce que ça doit pas être facile évidemment d'en arriver là. Pour être Black Mamba, ça implique de jouer un volume énorme. Ce qui est pas toujours très intéressant, on va dire. Ouais, mais alors justement, moi qui ai suivi tes aventures par l'intermédiaire de ton blog, je vais te dire pour les gens qui connaissent pas Guillaume Guise, alias Guillaume, hein, c'est ton prénom. C'est bien ça. C'est pour ça que tu as fait un super jeu de mots, hein, Guillaume Guise, Guillaume, attention. Hein, ah, j'ai été très long dans l'imagination. Ça plaisante pas, hein, attention. Hein. Humour, quoi. Bon, bref. Alors, pour les gens qui sont là, les poker stratèges qui sont dans le chat, qui nous écoutent et qui jouent de temps en temps 8 tables, 12 tables, les multitableurs fous, et ils ont qu'à bien se tenir face à toi, parce que dans le genre, je suis capable de faire du volume, tu te poses là. J'ai suivi tes aventures, je crois que ça s'est passé au mois de juin, il y a quelques mois. Je crois que c'était juste avant les vacances au mois de juin. Tu peux nous parler de ce que tu as fait justement? C'est là où tu es devenu après Black Mamba. Tu as fait un truc sur Party Poker, il me semble, au mois de juin. Alors, effectivement. Alors en gros, il y avait une promo Party Poker qui chaque semaine il y avait une rack race et celui qui faisait le plus de rack par semaine gagnait 11 000 euros. Enfin, un package à 11 000 euros pour partir aux États-Unis à Las Vegas pour les main events, avec billets d'avion, hôtel et la place au main event. Et j'ai gentiment demandé par mail si on pouvait cumuler les packages et les échanger contre de l'argent. Ils m'ont répondu oui. Donc je me suis mis dans un mode qui n'existe pas, c'est-à-dire je dormais là où je grindais et je me rendormais, je me réveillais, je ne bougeais pas, j'ai pas bougé pendant 3 semaines. On m'a apporté à manger, etc. Et en gros, ça fait 35 000 euros de rackback. Wow. Parce que j'ai fait 220 000 mains en 16 jours joués. En 16 jours? Ouais. Et vous entendez bien, 220 000 mains en 16 jours, quoi. Et entre la NL 100 et la NL 400. Ouais. Oui, alors en plus, c'est pas des micro-limites, quoi. Donc, NL 400, NL 200, à partir de la NL 100, ça commence à jouer quand même correctement. Alors, tu jouais combien de tables pour faire ça? C'est au moins... Toujours 18. 18, ouais. C'est le maximum que tu peux faire, d'ailleurs, sur partie, non? Sur partie, c'est le maximum. À la limite, t'aurais pu en faire plus, tu en ferais plus, tu en aurais fait plus, t'étais tellement branché là-dedans. Disons que multitable et 18 tables sur Party Poker, c'est comme multitabler 32 tables sur Poker Star avec Table Ninja. Voilà, par rapport au soft, etc. Soft et Table Ninja qui offrent... Voilà. Là, c'est que du main, que du manuel, c'est très très tiltant. Et les bruits de Party Poker sont assez tiltants. Ah bah ils sont horribles, ouais, ils sont horribles. Moi j'aime pas non plus d'ailleurs. On peut les enlever, remarque, mais enfin si tu les enlèves, tu peux plus jouer quand tu joues plein de tables, alors parce que tu n'entends plus les alertes. Voilà. Mais donc jouer 18 tables en NL2 ou NL4, pour déconner, machin, et pas faire gaffe à ce qu'on fait, ça va, mais à partir de la NL100, toi c'était minimum NL100. Jusqu'en NL400, est-ce que franchement au niveau poker c'est intéressant, quoi? Pas vraiment, mais c'est-à-dire que si on réfléchit un peu, ce qu'on fait pour essayer de gagner le maximum d'argent et en perdre le minimum, on met toutes les tables inintéressantes, c'est-à-dire NL100. Enfin, si, il y avait un peu de NL50, je crois que j'ai fait 5000 mains en NL50, et j'ai fait un peu de NL600 aussi. Je les mettais sur mon grand écran, et les mains intéressantes, c'est-à-dire que la 400, je les mettais sur mon écran de PC portable qui était à côté. D'accord, ok. Ouais. Donc c'est-à-dire que je me concentrais vraiment sur les tables, je jouais vraiment sur les tables en 400 et quelques tables en 200 et le reste des tables j'ai joué en bot complet. Bah je vois pas comment tu peux faire autrement. Enfin, je veux dire, c'est la folie. Enfin, c'est un truc de ouf, quoi. Et donc tu jouais combien d'heures par jour? Oula. Je me réveillais à midi, je mangeais, je prenais une Red Bull, 2 Red Bull.
je commençais vers 12h30, 1h, et j'arrêtais à 4h du matin. Et j'avais une pause de 4h du matin à 5h, je faisais ma toilette, etc. Et j'allais m'endormir. Donc je jouais je jouais 16 heures par jour. Ouais, 15-16 heures. Ouais. Et putain, mais c'est incroyable. Hein. Franchement, c'est incroyable. Autant de tables, la concentration. Mais bon, tu avais la chance d'avoir un entourage qui t'apportait à manger, tu disais, les choses comme ça quand même. C'est ça, j'avais un gros Libanais qui me faisait à manger. Ah bon, t'avais un gros Libanais. Ah bon, d'accord, ok. C'est une private joke. Une personne qui peut comprendre sur... Ah oui, mais nous, non, mais il faut que tu nous dises tout, là. Tu non, t'en dis pas c'est assez. c'est un ami. Ah, d'accord, ouais. Bon, on viendra sur les private jokes parce qu'il y a eu... dans un cercle de jeu, etc. Ah, alors peut-être, je sais pas, c'est quoi, Cercle Clichy-Montmartre? C'est bien ça. Peut-être qu'on le connaît. On verra. Les private jokes, les private jokes, on y reviendra parce qu'il y a des questions pour toi. Et la question qui était posée par un de nos membres, qui est là d'ailleurs ce soir, je crois, dans le chat, qui s'appelle Cefiu78. Il a posé plein de petites questions. C'est des questions complètement nages, je te le dis tout de suite. Hein. C'est le genre de mec, tu vois, jeune grinder online, je l'imagine tout de suite celui-là. Hein. C'est genre capuche, tu vois, c'est le genre petit mec avec le truc avec la capuche, son casque sur la tête, enfin bon, le mec comme ça, et qui dit des trucs à moitié en anglais, à moitié en français, et que personne comprend puisqu'il y a qu'à toi que ça s'adresse, toi. Alors, mais bon, et donc là, il les a posés, donc je vais quand même les poser, hein, parce qu'il a pris le soin de le faire dans le bon trade. C'est déjà pas mal, hein. Il fait pas que du troll, tu vois. Donc, je te salue si t'es là, Cefiu78, et puisque tu as posé les questions, on va les poser. Donc, il dit bonjour, Yomgis. Déjà, il te connaît apparemment. Bonjour. Peut-être que tu le connais aussi. Ah oui, je le connais très bien. Mais tu vas nous expliquer ce que ça veut dire tout son bordel, parce que ça veut absolument rien dire pour les gens qui sont pas au courant. Donc, il dit pourquoi la 55e? Alors ça, c'est parce que le chiffre 555, c'est pour la religion juive, si tu sais. D'accord. Et on connaît un groupe de 555 qui sont très marrants et très gamblers. Et dis donc, Yomgis, tu sais le numéro de la calling station ce soir? 55, je sais. Et oui, c'est la 55e. C'est absolument un hasard en plus, hein, tu vois. Et voilà. Bon, bah, c'est pas mal, c'est pas mal, un petit signe du destin. Alors, un rapport quelconque avec la religion, un simple fruit du hasard, il vient d'y répondre. Le fruit du hasard, j'y réponds. Évidemment, c'est un fruit du hasard par rapport à la calling station. Hein. Mais c'est vrai, voilà. Alors après, il dit, quand tu shottes, tu es plutôt genre scared money ou happy barreleur? En gros, c'est l'histoire. C'était un premier shot en 400 sur le FR. C'était en septembre ou fin août, il y a un an. Ouais. J'arrive et c'est-à-dire, je joue passivement quelques mains d'affilée et je m'en veux énormément. Et là, je pète un câble et j'ai dit on va arrêter de jouer comme comment dire comme une pédale. Et là, j'arrive et je trouve un spot de 3 barrels ou 3 barrels, c'est mieux. Et tout de suite, bon, je 3 barrels, un mec qu'on connaît, enfin que les joueurs connaissent, qui s'appelle Pimos, un gros joueur.fr, et sur un bon spot, sauf que là, je tombe sur carré de 5 flopé. Ah, bah encore le Et 5. là, Encore le 5, d'accord, ok. c'est ça. Ouais, ça te suit, ouais. Et donc, mon premier 3 barrels en année 400, ça s'est conclu sur. Il était derrière moi, il a bien rigolé. Ah oui, c'est assez drôle, il faut le dire. Ouais. Donc, on peut en déduire que tu es quand même un joueur plutôt agressif. Ouais, en général, c'est dégénéré même. Ouais. On peut le dire. Y a pas de problème. Comment tu peux te qualifier toi-même, ton style de poker? Sputard. Ah, quand même. Agressive. Mais qui a toujours une bonne raison. Attention, quand on se pue, on a toujours une bonne raison. Alors ça, c'est clair. On peut non, c'est-à-dire que quand je suis en tilt, je dis je suis en tilt. C'est-à-dire que si on est derrière moi et dit là tu spews, je dis ah oui, là je spews. Ouais. Mais en général, je suis quand même assez agressif. M'envoyer en l'air préflop, ça ne me dérange jamais. Ah ouais, d'accord. Disons, ouais, préflop, ok. Mais tu dis quand je suis en tilt, donc tu es en tilt de temps en temps. C'est quoi comme tout le monde. Ouais. Comme la majorité des joueurs de poker, ça arrive, mais plus ou moins pour certains. Toi, c'est quoi? C'est le tilt, il se manifeste comment? Et quand tu spews, c'est grave ou tu t'arrêtes tout de suite? C'est-à-dire que mon matériel ne suit pas en général. Ah, tu pètes des trucs, toi?
Ah oui, c'est-à-dire que j'ai je sais plus, une dizaine de PC portables en 1 an et demi, 2 ans de jeux pour gagner mon Ah argent, ouais, quand même, ouais. qui sont passés je ne sais combien d'écrans, je ne sais combien de souris. Là, actuellement, je parle avec le PC portable, mais le PC portable, l'écran est cassé, et je suis branché sur un autre PC, sur un autre écran. Ah ouais, tu mets des coups de poing dans les écrans et tout, quoi. Ah, et là, il y a une grande histoire où il y a le CFU qui est juste à côté de moi, et quand je suis en train de jouer, et là, je sais plus qui. Si, c'est Yanoche qui me met des horreurs, il me met 2 ou 3 cas d'horreur en 10 minutes en NE400. Et, et Yanoche vient de me mettre un coup à 1K8 ou 1K7 où j'ai top pair plus flush draw max, et lui il a flush draw en dessous, mais au turn il a une ventrale. Donc il me fait une ventrale backdoor, tout part au flop ou au turn. Aïe, aïe, Et aïe. il a 3% d'equity, le pot fait 1007 ou 1008, et le mec me touche ça alors qu'il venait de me mettre 1 milliard de setup, et j'ai foutu un grand coup dans l'écran. Il a volé jusqu'à la fenêtre de 2-3 mètres, et il y a Sefu qui a pas osé bouger pendant 5 bonnes minutes. Ah oui, quand même, ouais. Et quand il m'a regardé, je dis quoi? Et là, il a complètement flippé. Bon, bah, j'imagine la scène. Bon, bah, d'accord. Alors, donc, c'est assez violent, hein, chez toi. Hein. Alors, Maintenant, moins. Mais avant, ouais. Alors, je ne sais pas si tu as écouté la dernière Calling Station. On a fait une Calling Station spéciale arts martiaux. Il y a des gens qui sont là, d'ailleurs, ce soir, qui nous écoutent. Il y a Airkid, il y a O-Player, il y a Xavier Tomiro. Je ne sais pas si Tripodex est là, mais on a fait une émission et puis on en a parlé beaucoup. Voilà. Et c'était une émission super sympa et je te conseille de l'écouter. Voilà. Et tu verras. Mais c'est juste comme ça. Hein. C'est sur le contrôle de soi, justement. Et comment on pourrait éventuellement. J'allais l'écouter, l'émission. Et pourrait éventuellement, mais on n'a pas de réponse à ça. Hein. Nous, on est aussi sujet au tilt. Hein. On a fait. Mais il y a un truc qui pourrait t'intéresser. Bon, alors en tout cas, voilà. Alors, bon, t'es un gros tilteur. Non, je suis pas un gros tilteur. Bah, attends, le mec, il a cassé 10 ordi depuis un an, il a mis des coups de poing. Il faut plein de choses. Quand on tilte, là où j'ai le plus perdu, c'est quand mon matériel a suivi. C'est-à-dire que j'ai un bonhomme en fin juillet qui m'a pris 12 000 euros de V en NL1 1000. Ça s'appelle H3. Pour les mecs comme XKRX doivent le connaître en heads up. C'est-à-dire que le mec m'a pris 10 000 et dont 12 000 euros de V. Sur je sais plus 1000 mains et quelques. Ah ouais, quand même, ouais. Oula. C'est-à-dire que c'était là, mon matériel a suivi, et j'ai pas tilté de niveau physique, donc ce qui fait que et après à la fin je jouais même plus mon game, et à un moment je lui ai dit bon bah j'arrête de te jouer, tu me tiltes complètement, et il est revenu me voir 10 fois, normal, hein. Après que je lui ai fait qu'il ait autant gagné d'argent contre moi, et j'ai jamais rejoué. Tant qu'il gagne, il rejoue, hein. Ah, c'est normal, oui, non, mais c'est-à-dire qu'il m'a fait des trucs dignes des 4 fantastiques. D'accord. Donc c'est en partie à cause de lui que je suis en train que j'ai dû redescendre de limite et que j'ai dû prendre un appart, etc. Donc il y a 80%, 70-80% de ma bankroll qui est passé. Ah, quand même, ah oui, d'accord. Donc c'est pour ça que je me suis remis à regrind il y a 2 semaines en NL100. Là je suis remonté en 200 et en 400 en train de bump punch gentiment sur les 6 max et un peu de heads up. Et voilà. D'accord. Alors, tu as parlé de Yanoux, là, tout à l'heure. Yanoux, qui est passé nous voir dans Calling Station il y a un petit moment, que j'appelle Starsky, puisque tu sais que... Ça lui va très bien. Voilà, mais parce que c'est son style, quoi. J'ai cru voir, toujours dans ton blog, qu'une idylle était peut-être en train de naître entre toi et lui, puis finalement, j'ai l'impression qu'il y a coït interrompu, là. Ah ben non, c'est-à-dire que j'ai proposé à une personne de venir à mon appartement pour faire un test de coaching que je voulais faire. C'est-à-dire, à chaque fois que je me suis fait coacher par des joueurs, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur pédagogie, il manquait toujours quelque chose. Ouais. Et je l'ai découvert quand je suis allé en Thaïlande la première fois. J'ai eu la chance d'aller dans une maison de gros joueurs français, dont la plupart des joueurs connaissent. Tu peux nous en parler de ces joueurs, peut-être? Oui, c'est un peu concurrent, donc je sais pas trop si Mike va me taper dessus ou pas. Non, parce que je pense que tu vas parler des limpers, mais tu sais qu'on a reçu Seb Sabik ici. Oui, je connais très bien Seb. Oui, bon, voilà. D'accord. Et donc, puis il était avec qui? Il était avec Alex, il avait été avec tout le monde, on était en direct avec eux, il était avec toute la bande, quoi. D'accord, voilà. Donc voilà, en gros, il y avait toute la bande qui était rude. Grâce à un ami québécois, qui lui m'a fait découvrir le poker vraiment il y a 3 ans et demi, 4 ans.
Je suis arrivé là-bas et j'ai remarqué que quand on est vraiment pendant 3 semaines, un mois en train de grinder tout le temps avec les mêmes personnes, en train de parler, avoir des discussions, vraiment être implanté, une immersion totale là-dedans, on apprend et on comprend les choses 10 fois plus vite. D'accord. Tiens, tu parlais de Mike, il paraît qu'il te fait peur, Mike. Oh, totalement. Eh ben regarde, et depuis là Mike il est là, et depuis qu'il est plus là, t'as vu le son, comment ça va mieux? Et Mumu, elle est toujours là ou pas? Tu trouves pas que ça va mieux, Mumu? Hein, ben voilà. Mike, on s'excuse, mais c'est sa faute. Hein, voilà. Bah, pas de sa faute, je pense que c'est juste une question de connexion, c'est pas de sa faute non plus. Hein. Mais bon, un truc à Gibraltar, c'est voilà, bon, c'est comme ça. Bref. Donc, ouais, il te fait peur, pourquoi, Mike, alors? Il est assez impressionnant. C'est physiquement physiquement, il est très impressionnant. Un peu, ouais. Il dégage quelque chose. Mais il faut taper dans les couilles, hein, de toute façon, avec les grands. Hein. Ah, c'est tout. Hein. C'est limite les couilles qui te tapent. Hein. Fais attention à toi. Ah, bah, faut taper plus fort et plus vite. Hein. C'est tout. Hein. C'est pas compliqué. Faut être rapide. Non, hein. Mais c'est une personne très sympathique, très pro. Tout, tu dis ça. Attends, mais t'es démago. Mais alors, je te croyais pas comme ça, moi. Hein. Non, je l'ai rencontré, je l'avais déjà parlé avant quand j'étais coach, mais je l'ai rencontré en chair et en os à la dernière VIP Event avec des joueurs qui sont là-dedans. C'est vraiment très sympa. Bon, d'accord. Bon, Mike, alors ça va bien. Alors, t'étais coach avant, mais t'y es plus. Bon, on voit que t'es Black Member, c'est génial, mais pourquoi t'as arrêté d'être coach? C'était une décision personnelle, comme ça t'en avais marre? Parce qu'il faut bien le dire qu'en même temps, t'es aussi analyste maintenant sur la Shark School, hein, dont je fais partie d'ailleurs, et une Shark School de Maxi Pouce de Cash Game. Hein. Donc, t'es toujours en fait coach analyste là, mais t'as plus la patate bleue. Alors, il y a une raison? Inactivité, et parce qu'on est un peu sur le .fr et que 80% des joueurs qui me jouent sont sur mes tables entre la 100, la 200, la 400 et plus. Ouais. Ce sont de poker stratégie sur Party Poker. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Donc c'est-à-dire que si on commence à te dire comment on arrive à gagner plein de spots ou à exploiter tel joueur ici parce qu'il a ce leak ici, ça va faire un mouvement exponentiel et tous les joueurs vont s'améliorer et mon edge va être réduit. Donc pourquoi on est payé au début une vidéo qui est payée X ne sera jamais rentable au bout de même un mois. On va perdre tellement d'argent des spots où les gens vont mieux nous jouer. D'accord. Ouais, ça peut se comprendre, bien sûr. Ouais. Donc si les seuls vrais Français qui ont continué à faire des bonnes vidéos sont les Limpers, mais parce qu'eux jouent pour la plupart soit sur des trop grosses limites pour la plupart des joueurs, soit sur .com. Mais alors, parce que là, tu avais parlé du gars là, qui t'a mis ta bankroll un peu par terre. Tu as parlé de la Thaïlande, hein, avec tous ces gens-là. Ces gens-là, c'est des gens qui jouent plus haut que toi même, hein, beaucoup plus. Oui. C'est vraiment le high-tech français. Donc, c'est des joueurs énormes. Bon, c'est magnifique d'avoir côtoyé ces gens-là. J'imagine que c'est une aventure quand même sympa. Ouais, j'y suis retourné une deuxième fois. Voilà, alors, mais j'allais te dire, mais pourquoi t'es pas sur le .com à la limite et que t'es pas retourné en Thaïlande? Dollars et euros, il faut faire la différence. Ouais. Actuellement, avec le taux de change. Ensuite, il faut avoir un compte bancaire, etc. Et c'est compliqué, dès qu'il y a des choses un peu longues à faire, je suis assez flemmard, il faut l'avouer. D'accord. Donc, pour l'instant, les rooms.fr sont plus juteuses et plus agréables à jouer, je trouve. Ouais. Moins stressante, on va dire, c'est ça? C'est un jeu différent, le .com et le .fr. Ouais, ben sûrement, oui. Surtout à partir de cette année. Mais est-ce qu'à partir de la NL400 et tout ça, où tu joues, toi, où tu as connu, même si là tu recommences un peu plus bas, il n'y a pas que les bons joueurs français? C'est une question que je te pose. Disons que les règles sont meilleures, oui. Sont moins funky en général, hein, sont un jeu ABC parfait, plus des bonnes adaptations à chaque adaptation des autres, mais les fiches sont beaucoup plus gamblers. C'est-à-dire qu'une personne qui vient déposer 50 €, il y en a 10, et la plupart du temps, ceux qui montent des stacks, c'est les joueurs complètement dégénérés. C'est les joueurs qui vont jouer méga agressifs, etc., qui vont réussir à faire tilter des règles de NL50, puis après ils vont venir gamble en NL100, ils vont faire pareil, et puis après ils vont arriver en NL400, 600, et
ces joueurs-là arrivent souvent entre 4h et 6-7h du matin. Et ils ont René Good toute la nuit, puis ils arrivent vers vous alors. C'est ça. Mais c'est un peu énervant. C'est un peu énervant pour nous qui jouons plus bas, parce qu'ils nous ont pris 5 ou 6 caves avant pour arriver à ça. Mais c'est la chaîne alimentaire. Avec des gutshots et compagnie, des one-outers à la rivière. C'est ça. Ouais. Et là, pour raconter une petite histoire, CFU perdait 3000 et quelques contre un de ses joueurs. Ouais. Et là, je lui ai dit de dégager. J'étais au téléphone avec lui. J'ai dit dégagez, laisse-moi la place. Je vais aller le voir. Et j'ai fait, je sais plus quel cinéma, je lui ai dit wesh cousin, bien joué, tu l'as déstacké. Le mec, j'ai commencé à parler avec lui, tu viens d'où comme moi? Le mec, il est resté à jouer, je lui ai pris une cave et c'était de la NL200, il avait un stack de 3005, je crois. Ouais. Et qu'il ait tout pris à mon pote et j'ai tout repris. Et ce qui est beau après, c'est que j'ai réussi à inviter mon pote au resto avec son argent. Ah bah je trouve ça magnifique. C'est magnifique ça. Ouais. Lui, il a dû faire un peu la gueule, mais j'espère qu'il a apprécié le plat et que tu y as mis quand même quelque chose de convenable dans l'assiette. Oui, ça allait. Ok. Bon, ok, alors. En même temps, quand on parle de tout ça, j'ai cru comprendre que tu es quand même aussi un roi du trash talk. Ah, j'adore. Et alors, tu peux me faire un cours là? Ah, non. Ça, c'est... Vas-y, je t'emmerde. Ah non, t'es là, t'es pas là. C'est une inspiration sur le moment. Oui, mais justement, tu vas pas me casser les. Bon, alors. Ah non. Moi, je te mets. Qu'est-ce qu'il faut pour que tu trash talk? C'est dès le départ ou il faut te mettre un bad beat? Alors, soit faut me faire rire, soit faut déjà me trash talk. Ouais. Soit. Je sais pas, il y a des comportements comme les slow rolls, etc. que je supporte pas. Ah, c'est bien ça. J'ai 2 âges, j'attends 3 heures pour te payer à la rivière. Et j'ai carré, mais j'ai carré, c'est bon. Et là, tu trash talk, là, quand même. Ça peut marrer, ça dépend de qui. C'est vraiment, il y a des joueurs avec qui j'ai aucun problème, qui m'ont mis les plus gros bad beats du monde, et ça me faisera toujours autant rire, parce que soit je les connais, soit j'ai des potes en Thaïlande que j'ai rejoué quand j'étais quand je suis revenu en France. Qui m'ont mis des ordres pas possibles. Non, j'apprécie la personne. Donc si j'apprécie la personne en général à l'extérieur, je vais jamais trash talk. Je resterai toujours courtois. D'accord. C'est peut-être le fait que même en live, je trash talk beaucoup, mais une certaine catégorie de personnes. Alors quand tu trash talk, est-ce que tu trash talk dur, hard, ou tu trash talk fin, humour, deuxième degré? Beaucoup de deuxième degré en général, mais très visible que même un pur débile peut comprendre. Ouais, premier degré et demi, quoi, alors. C'est ça, on va dire ça. Et en live, c'est une raise. Et là, tu parles du live, donc tu fais du live aussi, tu vas jouer, je le sais, ouais, je vais faire des tournois. Plutôt des tournois, tu fais pas du cash game en live, toi? Ah, ça m'ennuie, le cash game en live. C'est-à-dire que quand tu joues 18 tables sur net, après tu arrives à une table de live où tu joues 25 mains à l'heure, ouais. Tu peux m'expliquer comment tu fais si tu n'as pas d'iPad, iPhone et au moins une bonne playlist? Moi, je peux t'expliquer parce que je suis incapable de faire ce que tu fais. Donc, oui, pour moi, c'est pas plus compliqué que ça. Mais pour toi, j'imagine que effectivement, il y a une telle différence que ce soit difficilement gérable. Mais donc, tu vas faire des tournois alors, et tu vas faire des tournois dans les cercles, genre, on avait parlé cercle Clichy, ACF, des trucs comme ça. Des WPT, les IFOP, le France Poker Tour aussi. Ah, t'as fait tout ça aussi, ouais, d'accord. Ouais. C'est là où des IFOP, j'ai rencontré un joueur Poker Stratégie qui est là. Le seul joueur qui m'est vraiment impressionné. Il y en a un qui les a fait, c'est Montoya. C'est lui. Ouais, je l'ai eu sur ma table et il m'avait vraiment impressionné à la table et je me suis rendu compte 6 mois plus tard que c'était lui. Et vraiment là, c'est rare que je dise que quelqu'un m'impressionne et là, j'avais vraiment été très très impressionné. Montoya, c'est un shark. Si vous devez stacker quelqu'un en tournoi, franchement, vous pouvez stacker Montoya sans problème. Et je crois que je l'ai fait la dernière fois, j'ai stacké Scooch ou Montoya sur un tournoi. Bah ouais. Monto, on se connaît bien aussi. Il sait que je l'aime bien et je sais que c'est un joueur solide. Et c'est un très bon joueur. Et par contre, je lui ai mis moi quelques bad beats en NL2. Et il le sait très bien. Et on a fait quelques mitraillettes ensemble à l'époque. Oui. Je lui ai pris à peu près 50 caves. En PLO surtout d'ailleurs, plutôt qu'en LDM.
mais je lui ai pris une 50aine de caves en mitraillette. Je suis meilleur que Montoya. Pourtant, au début, il avait un edge. Hein. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et alors, tu vois, on parlait du fruit du hasard hein, tout à l'heure. Et ben, on parlait aussi de tous ces gens-là. Et Sébastien Sabi, quand il était invité, j'avais invité qui ? J'avais invité Montoya. Et voilà, tu vois, c'était un hasard aussi ça. Mais c'est la vérité. Bah, c'est la vérité. Là, Montoya est à Malte avec un de mes amis en plus. Et ben justement, c'est là qu'il a pris sa décision pour partir à Malte. Enfin, c'était une de ses réflexions pour partir ensuite. Voilà. C'est pour ça. À l'issue de cette émission, parce que avec Sébastien Sabic, il avait la bankroll, on en avait parlé, etc. Et puis il était toujours en France hein, à l'époque, dans notre belle banlieue. À Montaut. Et puis, à l'issue de cette émission, il a dû aussi réfléchir, ça a dû faire pencher un peu dans la balance. Et il s'est lui exilé à Malte. Voilà. Et ça marche bien. Ça marche bien derrière moi. J'ai vu qu'il avait fait encore 2 ou 3 perfs là online. Et est-ce que tu as joué il y avait un truc à Malte là dernièrement, Montaut, tu les as joués les je sais plus ce qu'il y avait. Non, il y a le DSO, je crois, à Malte, ouais, il me semble. Hein. Il y avait le DSO, tu as dû le faire, ou WPT, ouais. Tu as fait quelque chose là-bas? On va attendre ça. Il a fait 17e. Ah oui, non, mais au WPT, je t'ai vu. Tu as fait 17e, oui, je t'ai vu. Ça, j'ai suivi. Mais là, il n'y avait pas le DSO, un truc comme ça, tu n'y as pas été? Ah, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Ah, d'accord. Bon, bah, d'accord. On ne sait pas commencer, alors. Voilà, ok. Bon, bah, voilà. Et au WPT, bien sûr, j'ai suivi ça sur les coverages. Et donc, bravo hein, pour ta 17e place. Bon, je sais que tu aurais aimé faire mieux, hein, mais c'est déjà pas mal. Ça prouve encore une fois que voilà, t'es sur le bon chemin et puis voilà. Et tu vas aller à Cannes pour les WSOP Europe, ouais. Bon, bah j'espère que ça va bien se passer. C'est cool. Voilà. Bon, donc est-ce que t'as gagné quelque chose toi en live? En live, j'ai fait 28e sur 1000 au France Poker Tour. Je sais pas, en une année, j'ai dû gagner en tournoi 30 000, un truc comme ça. Ah bah c'est pas mal 28e sur 1000. Moi j'avais fait 31e sur 1500 au SAT justement de France Poker Tour avant. Là c'était le main event. Et là toi c'était le main event. Ouais, mais j'avais fait la bulle moi. J'avais fait la bulle. Génial. Il y avait 30 tickets, j'ai fait 31e. Ouais. Sur 1500, oui c'est dur. Ouais. Bon, et c'est pas mal, dis donc, t'as pris un petit peu d'argent quand même à l'époque, parce qu'il y avait un beau prize pool. C'était en juin, juste quand je suis revenu de Thaïlande, juste avant de faire le run de juin, j'ai pris 4000, je crois, un truc comme ça. Et j'ai fait un WPT aussi où j'ai sauté au bout de 45 minutes. Ah, c'est pas mal, avec 30 000 jetons au départ, non, c'est ça, non? C'est bien, je me prends un 7/7 contre Michel ABK6. Ah, d'accord, oui. Et je suis en train de lui dire tu vas perdre de 6, tu vas perdre de 6, tu vas perdre de 6, tu vas perdre de 6. T'avais paire de 5 toi ou paire de 4? C'est ça, paire de 5. Ouais, encore une fois, voilà. Et voilà. Et là il y a toutes les caméras et je me suis rendu compte c'est beaucoup plus dur de réfléchir même si on a plus de temps avec toute la pression du... Bien sûr. C'est-à-dire que là c'est un pot qui est monstrueux parce qu'on était 6 au début du coup. C'est parti un peu en live et il n'y a qu'une seule main qui me bat et il l'a. Ouais, c'est difficile. Hein. Ouais. Non, mais alors attention, quand on connaît Michel Abécassi, c'est un joueur tellement solide qu'il ne peut jamais te bluffer là-dessus. Hein. Oui, mais c'est-à-dire que Board est tellement droï que suffit qu'il ait un Monster Draw. Il y a plein de Monster Draw, genre je ne sais plus exactement la texture, mais ça fait 6 et 5 de cœur. Et une autre carte, je crois que c'est une grosse carte, c'est un roi. Et il a jamais de roi ici parce que l'action préflop fait qu'il ne les a jamais. Ouais, d'accord, oui. Et donc au final, il y a que soit paire de 6, et il y a 2 flush draw à la turn quand tout part. Donc je me retrouve avec 2 flush draw, un board super drawy, je finis par payer, pas de one out. 6 setup quand même là. Ouais. C'est pas très agréable pour son premier WPT. Ouais, oui, c'est sûr. Ouais. Et tu as l'intention de continuer ça un petit peu sur le circuit comme ça international des tournois? Ça te plaît l'histoire des tournois, toi justement qui joues aux 18 tables et tout? Là, tu t'ennuies pas au tournoi? C'est-à-dire que je joue 18 tables quand il faut jouer 18 tables. La plupart du temps, là où je préfère jouer, c'est quand je joue 6 tables, 4-6 tables, c'est là où je suis plus à l'aise. Mais on s'ennuie, mais on arrive à trouver des choses intéressantes, des jeux. Moi, je me fais des jeux dans ma tête. Et des jeux à la con, c'est innommable. Mais je pense qu'il y a beaucoup de dead money pour voir que des joueurs comme Montoya sont autant réguliers dans le circuit.
dès qu'ils font un tournoi, il y a une vraie perf, etc. Tant qu'il n'y a pas eu un énorme setup, ça prouve qu'il y a quand même beaucoup d'argent à aller chercher. Et le but du poker, hein, on joue pas pour l'ego, on joue pas pour autre chose, on joue juste pour faire de l'argent. Enfin, voilà quoi. Tiens, à propos d'argent, toujours, c'est Few qui te dit 5K € la soirée avec une blonde. Snap call ou tank, puis call? Oh putain. Je l'ai raconté, c'est ça? Écoute, il pose des questions où personne ne comprend rien. C'est à toi qui les pose. Il faut bien que tu fasses quelque chose là. En gros, bon, c'est le run de juin. Ouais. Je me retrouve, c'est le dernier jour. C'est la dernière semaine et l'avant-dernier jour de la dernière semaine. Et il y a un règle de partie qui m'a rattrapé. Ouais. Je me suis amusé à jouer pendant 3 jours, les 3 premiers jours de la semaine, et j'ai pas joué le 4e et le 5e jour de la semaine. Ouais. Parce que j'avais la flemme de jouer, j'avais une telle avance. Et le mec a grindé comme un malade et m'a rattrapé de pas beaucoup. Il est un peu derrière, on est samedi soir, et là il y a la fille qui est mon fantasme depuis des années, Ouais. qui que mon pote et tout, on va faire une soirée, et elle est là, et je sais pas, cette fille-là me fait complètement perdre la tête, et mon pote me fait, bon, ramène-toi, vas-y, et là je dis à mes autres potes, si j'y vais, je vais perdre 5 000 € parce que je vais devoir regrinder demain en étant bourré et tout le bordel, en retard, et ça va me coûter 5 000 cette histoire, et au final ça m'aura coûté 5 000, parce que je reviens, le mec m'a dépassé, Ah oui. et là je me mets sur 18 tables avec du heads up, on est à 400, 600, et en même temps je joue des sit-and-go super chers, je joue tout pour rattraper, et je suis bourré, donc pas le meilleur jeu au monde. Et donc ça m'a coûté 5 000. Et ben voilà. Bon bah oui. Bon bah d'accord. Ok, mais ça t'arrive souvent de jouer bourré? Non, j'ai une très grosse. Dès que je prends un verre, je joue pas. Ah bah tiens, enfin pas toujours quand même apparemment. Non, mais là c'était le truc, c'est la même. Si je ne jouais pas, je perdais 9 000 €. C'est l'alcool qui te fait perdre la mémoire parce que tu viens de nous expliquer que tu as joué bourré juste là, tu vois. Non, j'ai dit que là j'ai été obligé de jouer bourré. C'est dur. Oui, non. Le pire c'est que je l'ai même pas chopé, comme on dirait. Ah, en plus, ouais, d'accord, ouais, ok, ouais. C'est dur. D'ailleurs, il y a toujours une question pour toi. Quand tu spews, parce qu'il dit spew sous morphine ou sous vodka? Bon, quand on était en Thaïlande la dernière fois avec Sefiu, mon cousin et un autre ami, ouais. là où j'étais déjà allé la première fois, on est resté 2 mois. Au bout de 3 jours, il y a un guignol qui prend son motobike et qui freine sur du sable et qui s'arrache la jambe complètement. C'est moi. Oui, d'accord. Et je termine à l'hôpital, etc. Et ça, vu qu'on est en Thaïlande, c'est un climat à la con, ma blessure s'infecte, etc. Ça pisse le sang partout. Ah bah d'accord, oui. Donc je suis sous morphine pendant 3 semaines. Aïe. Et c'est-à-dire que je suis insupportable à ce moment-là. Personne ne peut me supporter tant que j'ai pas ma morphine. Ah oui, parce que normalement ça calme justement. J'ai une douleur horrible. J'ai un couteau qui me remue dans la jambe toute la journée. Ouais, je vois. C'est horrible, c'est vrai. Et toute la journée, dès que je vais voir les médecins, tous les jours, ils me rappellent la blessure, ils m'enlèvent la peau, j'avais envie de mourir tous les jours, quoi. D'accord. Et et là, j'avais envie de jouer, et donc j'avais trop mal, et donc là, je vais prendre un cacheton de morphine. Et vu que c'est en vente libre en Thaïlande, je prends de la morphine comme ça. La morphine en vente libre? Oh, c'est n'importe quoi. Ah bon? C'est la première fois que j'entends ça, moi. Je prends un cacheton et là, je pars dans un délire. Je joue une session, je sais plus, je fais moins 2008 ou 3000 en genre 20 minutes. Ouais. Et là, j'éteins le PC, je vais m'endormir, alors moi je me réveille et je vois les mains jouer et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Ouais, putain. C'était un autiste qui était en train de jouer, quoi. Ah, c'est marrant, moi ça m'est arrivé avec une autre histoire, c'est que il y avait Mike qui a été témoin de ça, enfin pas témoin de ma session, mais j'avais simplement un rhume, enfin un rhume carabiné, quoi, une espèce de grippe quand même, tu vois. Et puis je dis bon, je vais prendre un grog. Oula. Et puis ça ira mieux, tu vois. Puis je prends un grog, puis après j'en prends un deuxième, un troisième, machin. Et je dis je vais bien m'endormir, tu vois, à un moment donné. Puis je dors pas, puis j'en reprends et tout, tu vois. Et là, l'idée qui m'est venue après je sais pas combien de grog, c'est d'ouvrir une room de poker, quoi. À l'époque, je jouais du FL. Et je te promets, je déconne pas, je me souviens pas de la session. J'adore. Moi aussi, c'est pareil. J'ai vu juste la bouteille de rhum qui était vide. J'ai bu toute la bouteille.
Je me souviens d'avoir ouvert vaguement la room, si tu veux, d'avoir joué vaguement, mais vraiment vaguement, quoi. Hein. Je me souviens de rien. Et le lendemain, j'ai toutes les historiques de main. J'ai perdu, je sais plus, enfin, un truc hallucinant en FL, quoi. Tout ça parce que j'étais complètement à la masse, quoi. J'étais pété comme un rat, quoi, tu vois. Et je m'en suis pas rendu compte. Mais je sais pas, j'ai même pas pourquoi j'ai ouvert la room, tu vois. C'est un réflexe, quoi. Normalement, je devais dormir, tu vois. Je comprends très bien. Non, moi j'avais envie de jouer, et j'arrivais pas à jouer, donc j'ai pris un cacheton de morphine. Et je devais avoir 100% de VIP, tu vois. Enfin, un truc de délire, tu vois. Et il y a Mike qui s'est régalé ou pas? Ah bah Mike, il s'est marré parce qu'après je l'ai posté ma courbe et tout, tu vois, parce que j'ai posté ma courbe et tout et j'ai expliqué. Bon, c'était à l'époque de l'OPFL quand Mike avait créé ça, l'opération fixe limite et bon, je gagnais, j'étais un super gagnant en FL, tu vois. Et puis là, j'ai foutu en l'air mon win rate de je sais pas combien de mois, tu vois, en une soirée, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Et mais ouais, j'ai tout, mais vraiment, mais j'ai tout spiou, mais je m'en souviens pas. Je me souviens d'aucune main. C'est horrible. C'est peut-être le chat qui a joué à ta place. Bah ouais, voilà, un truc comme ça. Je sais pas. Mais enfin bon, bref, ça il faut éviter. Mais bon, j'ai vraiment pas fait exprès, quoi. C'était un truc. Je sais même la pas. Drogue c'est mal, monsieur. Ouais, voilà, c'est ça. La drogue c'est mal, c'est pour ça. Hein. Bon. Alors bon bah. Mitraillette en FL, ça doit pas être super Montoya. Hein. Ah bah si, c'est courant. Ah bon? Ouais. C'est raise, c'est ouais, ça? C'est ça, ouais. Jusqu'à cap à chaque fois? Oh là ah bah là. oui, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un cap, quoi. Ouais, ça met une demi-heure à s'envoyer en l'air. Ah non, moins que ça. C'est en NL que c'est plus long. Demande à Montoya, on a des sacrés... On a même des historiques de main qui devraient être sur le forum encore. Où on est 500 bébés deep, où on fait mitraillette. Et ça doit durer, je sais pas, 10 minutes avant qu'on soit à all-in. C'est ce que je te dis, c'est très très long en no limit. Non, no limit. Bah non, en fixe limite, ça va vite. Ah, vous êtes le cap, il est très vite. Race, fixe limite, tu peux pas bêter plus de 4 fois. Donc ça va très vite. Non, no limite. Elles sont super vos soirées à Haïti et Montoya, hein, vous amusez bien. Ah, mais je t'assure qu'on s'est bien marré. Bah, j'espère qu'il va confirmer d'ailleurs mon tour. Non, on s'est vraiment bien marré. Surtout, ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait des règles de NL2. On faisait ça en NL2, tu vois. NL10. Ils ont dû vous prendre pour des dégènes. Ah, bah ouais. Et il y a des mecs qui jouaient très sérieux à côté de nous. On était morts de rire, quoi, tu vois. Je veux dire, les sock out et tout. Sock out equity, quoi, tu vois. Ça, c'est ce que je fais aussi de temps en temps quand je tilt. Je vais en NL4 et je mets boîte à toutes les mains pendant, je sais pas, 10-20 minutes. Ouais, voilà. Et c'est marrant de les voir gueuler dans le chat. Mais tu fais n'importe quoi. Oui, mais alors nous, on faisait boîte en mitraillette. C'est-à-dire que les mecs suivaient à chaque fois. Jusqu'à un moment donné où tu vois, on les entraînait, tu vois. Oui, j'ai bien compris. Alors les mecs, à chaque fois, tu sais, mini-race, bon, bah, ils collent, tu vois. C'est des mecs de NL2 quand même. Même des règles, ils collent, quoi, tu vois. Des règles de NL2. Mais ça existe quand même, hein. J'ai été vérifié sur PTA et des mecs qui ont joué 100 000 mains ou 200 000 mains en NL2, hein. Ouais. Ouais, je t'assure, c'est incroyable. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. On les a pas prévenu qu'il y avait des mythos dessus? Ouais, non, mais je sais pas, les mecs, ils ont un confort là-dedans, qu'est-ce que tu veux? On va pas discuter. Et bien alors, donc, on faisait mitraillette comme ça. Et les mecs, ils suivaient, puis jusqu'à un moment, ça montait, tu vois. Et puis nous, comme on jouait tout le temps des trucs all-in, on faisait des flips, quoi, tu vois. On était 500 bébés deep souvent. Ou zéro, tu vois, ou zéro. Mais donc, on avait des tapis énormes. Et les mecs, alors, on faisait monter les tapis des autres, mais à chaque fois, on leur suck-outait leur tapis et tout, parce que les mecs, à mini-rise, ils suivent. Mais on montait jusqu'à, tu vois, en N2 jusqu'à $3. Tu vois ce que je veux dire? C'est 150 bébés, quoi. Tu vois, c'est ça, je comprends bien. Tu vois, les trucs. Ouais, enfin bref, voilà. Bon, mais il y a joué un mec dans le chat qui était là tout à l'heure, je sais pas s'il est encore là, c'est Xclair. Hein, il a dû se marrer avec ton histoire de motobike parce que lui, je l'ai interviewé pour les voix du forum et c'était un ancien champion de France alors, pas motobike, c'était du... Motocross Non, il faisait du vélo, lui. Ah, d'accord. Ouais. C'est du vélo. Alors, c'était justement pas en moto, mais c'est un mec qui doit. Est-ce qu'il est toujours là, X, d'ailleurs? Il est plus là? Non, il est plus là. Bon, alors c'est pas grave. Ouais, si, il est là. Si, il est là encore, ouais. Lui aussi est drogué sous la morphine? Ouais, si t'es là, Xler, oui, c'est ça, ouais. Ouais, c'est un ancien champion de France, hein, donc pas de moto, de vélo, hein, de vélo cross, quoi. Comment on dit c'est quoi exactement ton titre? Champion de France de quoi? Parce qu'il y a plusieurs disciplines dans le vélo, mais. C'est qu'il a un tapis là sur toutes les tables. Ouais.
Ouais, sûrement, ouais. Enfin, bref. C'était en descente, ouais. En VTT, en descente, voilà. Descente, ouais. C'est quand même c'est une super discipline, d'ailleurs. Il faut y aller, il faut avoir le cœur accroché. C'est super. Bon, voilà. Et puis Xclair qui maintenant est monté pas mal dans les limites aussi. Hein. Alors, on espère que tu ne seras pas champion de France de la descente à partir de la NL1K, parce que j'ai vu que tu étais en NL1K, Xclair, et que tu ne feras pas champion de France de la descente. Hein. Voilà. Parce que tu es monté quand même très très vite. Hein, et j'espère que tu gères bien tout ça. Je te fais confiance, mais bon. C'est déjà fini la 1.4, d'accord. Ah, NL5K, non, lui, il dit NL5K bientôt. Ah oui, d'accord. Oui, je sais que ça marche bien. Bon, ça va, tu gères bien. Bon, bah tant mieux alors. Bon. Run good va, tout va. Bah, voilà, c'est ça. Bon, après, j'espère que ça run pas good seulement, mais je pense que, pour en arriver là, il run pas que good. Ah non, mais c'est-à-dire que quand on se prend un gros run bad, voilà. que j'ai des potes qui font partie des Intervotes qui étaient montés en 5K et qui sont redescendus jusqu'en NL200. Alors que ce sont des joueurs extrêmement gagnants. Je pense à Bisounours 8-6, oui. Qui est Raised, qui s'appelle Raised. C'est lui descendu jusqu'en NL200 alors qu'il était reg 2K et 5K. Ah ouais, très très gagnant. Ça fait mal, hein. Ah oui. Ouais. Bah regarde-toi, un NL100, hein, mon gars. Hein. Non. Comment Bibi, tu supportes ça, Ouch tiens? Et Bûcheron, c'est pas. Bibi n'est pas Big Edge. Big Edge est un hit et Bibi, c'est un Founi de Nice. Pour répondre à la question sur le. D'accord, bien sûr. Au contraire, vas-y, fais l'interaction avec les users. Au contraire, hein, t'es là pour ça. Bibi est fou. Hein. Et comment tu fais, toi, pour assumer le fait d'avoir joué en NL1K puis d'être obligé de jouer en NL100? Est-ce que ça te dérange pas? C'est-à-dire, je suis bankroll management unit. C'est-à-dire que vraiment, là, ouais. Je jouais avec 20K, je jouais en NL100 et un peu de 200. Et donc, ce qui fait que je redescendrai jamais en dessous de la NL100. C'est vraiment la limite à laquelle j'ai joué dans tous les états possibles et j'ai jamais réussi à avoir un win rate perdant. D'accord. Donc, la NL200, j'ai réussi à jouer très tilté pendant des semaines et être toujours un peu gagnant. Mais bon. La NL100, le niveau est vraiment très 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 faible. À partir de la NL200, si on joue 18 tables, on peut ne pas avoir un win rate gagnant. Mais... Et tu joues que sur Party Poker? J'ai commencé à jouer sur plusieurs rooms, et comme je t'ai dit au début, je me suis mis dans un nouvel appart dans Paris. Ouais. Comme on est joueur de poker, on doit bloquer une somme d'argent en France qui est une caution bancaire quand on n'a pas d'emploi et pas de fiche de paye. Donc j'ai dû bloquer 12 mois de loyer, le loyer étant à 2006. Wow. Puis à côté de ça, j'ai plein d'argent placé. Ça fait 30K, 30K à peu près. 31 400 ouais. bloqués, plus j'ai eu pour je dirais 10 000 et quelques, 15 000 d'installation. Oh bah dis donc. Oui, alors c'est bien équipé, hein. Yanoux pourra le dire. Il y a plein de trucs qui manquent encore, mais au niveau déco, mais je me suis bien équipé. J'ai eu le bad run contre mon ami H3, etc., où j'ai dû perdre 20K de mi-juillet jusqu'à mi-août. Wow. Et je me suis pris, je sais plus, 42 caves soulevées en NL200 aussi et avec 400. J'ai eu une belle période. Ouais, dis donc. Donc, ce qui fait que je pourrais toujours jouer en 400 et même 600 avec ma bankroll effective si j'avais une bankroll management qui était de 30 caves par limite, mais ce que je n'ai pas du tout. Mais là, tu as carrément 200 caves, quoi. Oh oui, mais c'est-à-dire que c'est pas la même chose de jouer pour s'amuser et de jouer quand on doit payer ses factures. Voilà. Bon, bah ça, c'est quand même un message intéressant parce que malgré tout ce que tu as perdu, si tu n'étais pas NIT en bankroll, tu serais broke, tout simplement. C'est ça. Voilà, tu serais broke. Donc, voilà, hein, c'est un message qu'on peut faire passer à tout le monde, au poker stratège. C'est qui, monsieur Chucky? C'est Yanoux? Alors, Yanoux, je sais pas s'il est là. Il est pas là, le cher Yanoux, ce soir? Ah oui, petite histoire. Hier, j'étais avec Yanoux, avant-hier, qui est venu à mon appart pour grinder. Et on a réussi à se retrouver enfermés dehors, lui, moi et mon cousin, sans avoir fermé la porte, sans avoir les clés sur nous. Et donc la porte est une porte qui, dès qu'on la claque, elle est claquée et on peut plus la rouvrir. Il faut l'ouvrir avec la clé. Donc on a appelé le serrurier. Le serrurier a tout essayé, il n'a pas réussi. Et là, il m'a dit bon, bah, monsieur, si vous voulez, je vous détruis la serrure, je vous en remets une, ça vous coûtera 1100 €. Donc on l'a dit d'aller se faire voir.
Ouais, c'est un peu cher, ouais. Oui. Et sous l'énervement, dès qu'il était en train de se barrer, et j'ai commencé à tilter, et j'ai foutu un grand chassé dans la porte, et la porte s'est ouverte sans casser la serrure. Oh bah, la balèze. Et donc, j'ai passé mon diplôme de serrurier. Ah bah ça c'est bravo. Là, t'aurais pu faire partie de la dernière émission sur les arts martiaux. Comment mettre un chassé sans casser la serrure et en défonçant quand même la porte. Bon, bref. Alors toujours ton petit copain Sefiu, hein, notre copain à tous, hein, celui qui a toujours le sweat à capuche et puis le truc sur la tête là, hein, le jeune grinder online qui étudie le poker et qui parle à moitié en anglais, à moitié en machin, et avec des phrases qu'on comprend pas. Il te dit, puisqu'on parlait de Yanoux, il y a un autre qu'on connaît bien qui est Black Member aussi sur le site, c'est Yanoche. Yanoche. Alors, ça fait quoi de faire partie de l'élite du poker, il te dit. Et Yanoche est comment IRL, donc in real life. Alors, je n'ai jamais rencontré Yanoche. Alors, pourquoi il y a un truc entre vous, là? Pourquoi il est possible? Non, parce que Yanoche, c'est un peu... comment dire? Pour tous ceux qui jouent sur PP, on l'appelle un peu Mr. Goodrun, quoi. Ça fait 1 an que le mec, il nous a montré des graphes où il n'y a pas un mois under EV, il est genre 30 caves tous les mois au-dessus de levé, il fait des moves pas possibles, c'est-à-dire mettre tapis ventral, il touche, il tombe contre 7 à chaque fois, et à chaque fois sa ventrale rentre. Enfin, il met des trucs pas possibles. Ouais. Incroyable. C'est-à-dire que dès qu'il spew, c'est un vrai sputard. Au final, Yanoche c'est un neat sputard, ce qui est assez rare. Ah oui, côté de ça, il arrive à avoir un... C'est un peu contradictoire, un neat sputard. Il touche tout. Et donc il y a des périodes où Yanoche, c'est le nom que... Quand on est dans un appart où je suis, Yanoche, c'est le nom qu'on entend le plus crier, quoi. Mais putain, mais toute sa vie, Yanoche, il va chatter. À peu près ça. Toute la journée, je gueule ça. Qu'est-ce qu'il y a? T'es jaloux, quoi? Oh non, c'est-à-dire que j'ai toujours été gagnant sur Yanoche, mais quand je vois arrête le brag là. Ah tu peux pas être gagnant. Tu peux pas être gagnant drôle, contre Yanoche après ce que tu m'as dit. Il chatte toutes ses rivers, il chatte toutes ses gutshots et tout ça. Non, sur un an, je lui prends, je sais plus, j'arrive sur tracker, je prends pas énorme, je lui prends 3-4K alors qu'on a joué plus de 300 000 ou 400 000 mois ensemble. Ah, quand même. Ah oui, d'accord. Ah oui, on a joué 18 tables ensemble pendant des mois. Ah ouais, on a un truc. Mais c'est-à-dire que là, il y a du metagame, là, il y a du metagame et de l'historique. Ah oui. Ah ouais. C'est-à-dire qu'on Et il joue aux mêmes limites que toi, 400 et plus aussi Non, Yanoche, il joue exclusivement entre la 100 et la 400. Et 100 et la 400. 400, je l'ai pas vu depuis quelques temps. Peut-être qu'il y a rejoué. Moi, j'y suis pas retourné depuis un mois et quelques en 400. Donc, j'y suis retourné hier, gentiment. Et parce que lui, c'est un sacré sick multitableur aussi. Alors, ah oui, alors lui, par contre, lui, je le trouve impressionnant au niveau multitabling, plus que moi. Hein. Ah ouais, plus que toi, ouais, d'accord. Ah ouais, vraiment, je le trouve très très impressionnant là-dessus. C'est là où je lui dis, hein, j'ai beau ne pas apprécier la façon dont il joue, j'ai beaucoup de respect pour sa comment dire, il a un vrai mental et une vraie comment dire, capacité de multitabling qui est vraiment digne d'un vrai pro gamer, quoi. Bon, le mec. Bon, en tout cas, Yanoche. Yanoche, puisque là, il n'est pas au courant, il n'est pas là ce soir. Tu as dit un truc sur lui. Moi, évidemment, je lui donnerai un droit de réponse. Hein, ah bah oui, pas de problème. Et oui, je lui repasserai je parle en message privé. Maintenant, voilà, alors, je lui repasserai l'extrait. Si jamais il veut accepter mon invitation, je l'inviterai avec plaisir. D'ailleurs, j'ai l'intention de faire une émission, mais on verra si c'est possible. On va en discuter avec Mike, avec les Black Members, vraiment, parce qu'il y a quand même maintenant des Black Members en France. Vous êtes 9, je crois, hein, il me semble. Je suis pas certain de ce que je dis, mais bon. 8 ou 9, oui, c'est ça. 9, un truc Nico comme ça. Star, oui, 12, moi, ouais, il y 9, oui. Il y avait Sgosgos et Will, après, et puis après, bon, il y a eu un enchaînement là. Bon, et j'espère qu'on va pouvoir vous avoir un jour, pas forcément tous les 9, mais au moins une bonne partie. Et j'aimerais bien avoir Yanoche et évidemment, je lui repasserai ce que tu m'as dit. Hein. Ah oui, non, mais je lui dirai moi-même. Ouais. Non, mais c'est pour avoir très bien ce que je pense de lui. Ouais, non, ça va, alors c'est cordial alors. Ok, c'est bon alors. Et sinon, justement, on parle de joueurs comme ça. Alors ça, c'est pareil. Tu vas nous dire peut-être ça correspond à quelque chose. Crocodile ou alligator?
C'est-à-dire, ça peut dire deux choses. Ça, soit c'est Nono en Thaïlande, Ali et Gator, c'est-à-dire que personne n'arrive à prononcer son nom, et encore moins le mien, Guillaume. Les Thaïlandaises n'arrivent pas, les Thaïlandais n'y arrivent pas non plus. Ouais. Donc je me suis fait appeler Gator, et j'ai spew vraiment beaucoup d'argent. Attention, on avait un guetteur, nous, ici. Hein. Ah oui. Et en gros, les gens criaient Gator partout. D'accord. Voilà. D'accord. Et donc, on s'amusait à dire Ali and Gator, mais c'est tout con, mais on était toujours. J'étais toujours bourré 24 heures sur 24 en Thaïlande. Oh, mais c'est pas sérieux, ça. Ah ouais, non, pas du tout. Bon, Ça, là-dessus. d'accord. Et sinon, Kader 997 ou Pretty Alors, Kader 997, c'est la personne qui avait pris une tonne d'argent à Sefiu, et moi j'avais tout repris. D'accord? C'est lui que t'as invité à bouffer alors? Oui, c'est ça. Ouais. Et moi, à côté de ça, Pretty Six, c'est un joueur qui est en NL50 et un peu de sang, et qui a décidé de faire un shoot en NL200. Et je sais plus, je me retrouve dans une situation 300 de B-Deep contre lui, et il me call mon 5 bet avec As-9 off, et je le call, il décide de me faire un bluff dingue, 300 BB deep, le pot fait 600 BB, et je le call avec 4ème paire, et c'est bon. Et là le mec tilt complet, m'insulte, et je lui dis bon bah maintenant, si tu veux, je suis sur 4 tables de heads up pour un L200, tu te ramènes. Et là le mec se ramène, et au début ça se passe normal, et après je tilt et je perds une tonne contre lui. Je sais plus, je crois que je perds 3K ou 3K5 contre lui. Ouais. Et là, Sefiu a fait le contraire. Il a été joué après, je crois qu'il lui a pris un peu. Et voilà. Alors donc le poker, toi, il y a quand même un côté testostérone. Hein. C'est-à-dire que quand je pense que je suis dans une condition mentale meilleure que mon adversaire, même si je suis pas dans une condition mentale énorme, c'est-à-dire que j'étais tilté déjà, mais je pense qu'il est encore plus tilté que moi. Donc je pense que j'ai de la value à aller jouer contre lui, quel que soit mon état. Tant que je pense qu'il est meilleur que son état à lui, je vais y aller. Ce qui est peut-être une erreur, ce qui en est sûrement une même. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Si, bien sûr, oui. Et un peu d'ego. Avant, j'avais beaucoup d'ego dans mon jeu. Avant, j'avais beaucoup. Maintenant, j'en ai quand j'écris. Mais dans le jeu, je fais abstraction, quoi. J'ai beaucoup eu mal de tête quand je me repassais mes sessions dans ma tête à la fin. C'est-à-dire que là, je disais oui, j'ai perdu contre lui, etc. Et ça me faisait mal à la tête. Quand je rejouais, j'étais encore tilté. Donc maintenant, je fais une abstraction totale de la vie normale et le poker. C'est comme si j'allais au bureau, je quitte le bureau et maintenant une nouvelle vie commence. Et ça se passe bien mieux depuis 6 mois, depuis que je fais ça, quoi. D'accord. Bon, dernière question très importante. Attention, concentre-toi. Ça fait de quoi encore? Shifumi ou Shifumi inversé? Non, c'est le truc tout con. C'est-à-dire qu'en Thaïlande, tous ceux qui sont partis dans les pays un peu comme ça, ou avec des gens qui avaient un peu d'argent, on sait pas, quand on est dans un pays comme Malte, pour Montoya, ou la Thaïlande avec les autres limpers, c'est-à-dire qu'on se retrouve à table, je sais pas, t'as Alex Moon, Sébastien Sabik, etc. On est tous en train de manger ensemble un plat qui coûte 10 € pour 8 personnes. Personne va payer chacun sa part. Ça serait débile un peu. Tu le joues donc au Shifumi, d'accord. C'est ça. Et Monsieur Sabik avait une grande phrase qui était l'argent c'est gratuit. Ah d'accord, ok, c'est excellent, oui. Donc vous faisiez pas les cartes crédit roulette, mais les Shifumi. Ça dépend du nombre de personnes. Dès que ça passait les 4 personnes, c'était crédit carte roulette, mais toutes 4 personnes, c'est Shifumi. Alors le Shifumi, on le rappelle, hein, c'est le jeu de pierre ciseaux, là, machin. C'est ça, hein, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est. Voilà, parce que bon, on connaît pas forcément le nom. D'accord. Bon, est-ce que tu étais gagnant finalement à ce jeu-là ou pas? J'ai pas payé un seul repas, je crois, avec Seb Sabik. Ouais, pas mal. Ça, c'est cool. Non, mais c'est-à-dire qu'ils ont une telle metagame avec Alex. Par contre, j'ai beaucoup perdu contre Sefiu. Ouais. Au début, je le défonçais, et après, il a commencé à avoir un peu mieux. Là-dessus, par contre, on mettait beaucoup d'ego par rapport au poker. Dans un jeu à la con comme le Shifumi, on mettait énormément d'ego. Et il y a du metagame dans le Shifumi? Oui, il y a énormément de metagame. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on en vient dire à l'autre, t'es pas capable de faire 6 fois d'affilée feuille. Ah oui.
Ouais, d'accord. Et le mec, il le fait. Et il te baise la gueule, quoi. C'est ça, non? Ah oui, c'est... Ouais, c'est fort. C'est vraiment intéressant. Finalement, c'est très psychologique comme jeu. Ah oui, complètement. C'est comme le poker. C'est du poker réducteur. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, c'est assez, c'est vrai que c'est assez réducteur. Ouais. Bon, Young Guise, on va se quitter parce qu'il faut bien mettre un terme à l'émission. Ça m'a vraiment fait plaisir de te recevoir, de t'écouter. J'espère que dans le chat, on va leur demander leur avis. J'espère qu'eux aussi, ils ont passé un bon moment. On va pas se quitter quand même avant de te demander si tu as des projets dans l'avenir. Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que là, j'ai vu que tu étais revenu là quand même de faire des analyses. Là, c'est sympa d'ailleurs sur la Shark School. Est-ce que tu vas redevenir coach et tes projets de C'est en discussion avec Mike. Ouais. Peut-être refaire des vidéos, oui. Ouais. Quand je regrinderai essentiellement au-dessus de la 400. D'accord. C'est-à-dire que quand les élèves ne seront pas des joueurs que je joue, parce que la plupart des élèves jouent entre la 50 et la 400. Et oui, donc tu les rencontres forcément. Oui, donc voilà. Donc filez-moi vos CAF pour l'instant, comme ça vous aurez des vidéos plus rapidement. Et il me semble que tu avais changé ton pseudo sur Party Poker, non? J'ai changé plusieurs fois mon pseudo. Ouais, parce qu'à un moment donné, tu t'appelais je sais plus quoi, GGPMU ou un truc comme ça, et ça a disparu. J'ai eu des GGPMU 1955 et plein d'autres pseudos que personne ne connaît et que je gardais 2-3 semaines et que je rechangeais. Non, mais parce que tu peux garder ton pseudo secret et puis voilà aussi. Oui, c'est ça. Le Slipman, c'est celui que j'ai laissé connu, mais c'est-à-dire que même pendant les phases où j'ai Slipman là, ça m'est déjà arrivé pendant 3 semaines où personne ne me voit, de changer de pseudo pendant 3 semaines, après de remettre Slipman. Ah, mais ça, on peut le faire donc sur Party Poker, est-ce qu'on peut pas faire ailleurs d'ailleurs? Non. Donc autant en profiter de temps en temps et ça aide à avoir des bonnes infos sur comment les joueurs nous voient et les notes qu'ils ont sur nous. Absolument. C'est-à-dire que si on fait toujours le même play, on voit qu'on se fait beaucoup plus payer quand on est inconnu que quand ils connaissent le pseudo, on sait que comment ils me voient quand j'ai mon pseudo. Ouais. Et ça m'a beaucoup apporté sur mon jeu de faire ça. Bon, très bien. Voilà. Bon, alors très bien. On espère de te voir, en tout cas au moins nous faire de vidéos. C'était sympa tes vidéos. Et d'autres projets éventuellement? Tu vas retenter des WPT, des EPT, des trucs comme ça ou pas? Oui, mais je me sens un peu intéressé. Pour devenir enfin une star, est-ce que ça te plairait de devenir une star de poker? Tiens. Non. Arrête de dire non, putain. Non, c'est. Attends, non. Ouais. La plupart que je connaisse, c'est souvent des gens par copinage. Ouais. Et non pas par niveau ou par 90%. C'est médisant. T'es médisant là. Non mais t'es aigri déjà à ton âge? Non du tout, c'est pas ça. C'est quand les joueurs qui jouent en live, des bons joueurs qui jouent en live comme Montoya pourrait le dire, c'est-à-dire dès qu'ils rencontrent les stars entre guillemets du poker. Ouais. Je pense que la plupart du temps, ce qu'ils racontent, c'est un peu marrant, quoi. Ça veut dire quoi, c'est marrant? Ils sont là et ils sont en train de t'expliquer la vie. Enfin, ils sont en train de t'expliquer que tu comprends rien, etc. pendant une demi-heure et tu es en train de les écouter et tu dis rien. Tu dis ok, bon, parce qu'il y a tous les journalistes à côté et tous leurs amis qui font ah oui, t'as bien raison, etc. C'est assez déroutant. Ouais, mais tu veux dire que donc t'as un edge sur eux? Oh, tout le monde a un edge en live sur les joueurs de live. Sans ego, sans rien. Un joueur qui joue décemment en NL10 en live, sur le net et qui gagne en NL10 a un edge sur le field du live. Complètement. Je traîne beaucoup dans les cercles parisiens. Si on sait sélectionner nos cartes et on sait folder une top pair, on a un edge. Je suis médisant peut-être, mais honnête. Ouais, mais bon, là, on parlait des fils de PT et tout ça. C'est peut-être quand même des joueurs. Il y a quand même des joueurs sérieux là, quand même. Il y a beaucoup de gamblers. Faut pas oublier qu'il y a des joueurs qui jouent pour être sérieux et il y a des joueurs qui jouent pour avoir des sensations fortes et qui ont beaucoup d'argent. C'est-à-dire que moi, je sais plus, c'est un IFOP, à l'IFOP où j'ai rencontré Montoya. Je l'ai vu à ma table. Première main, je double. Et ça m'est arrivé au France Poker Tour aussi. Le premier, c'était une sorte de mec des Émirats qui a sauté première main, qui sont en l'air avec 2 paires sur un board super scary. Moi, je le paye avec Brelan en fermant les yeux. Et le mec fait juste après, oui, en gros, il n'y a pas une table à 5000.
Et le mec est venu Gamble 2000 comme ça. Donc il y a beaucoup dans les gros feeds, parce que les mecs disent j'ai fait un WPT. Et ça, faut pas oublier que c'est des personnes qui, comme le Partouche Poker Tour de l'année dernière, enfin celui de cette année, celui qui était l'Égyptien qui était arrivé en finale. C'est des personnes qui ont beaucoup d'argent et qui viennent juste pour rajouter la monnaie morte. Oui, parce que lui, il vient s'amuser. Mais il était marrant d'ailleurs, il était sympa. C'était un mec sympa à table, il était rigolo. C'est très souvent des mecs sympas. Il était vachement sympa. En plus, il était là complètement par hasard. Et c'était le fiche. Mais il a mis des décisions complètement compliquées à tout le monde. T'as vu ? Ah oui, ça, c'est des joueurs d'instinct qui ont un très bon instinct. Ouais. Il avait une agression naturelle qui était chouette parce que à chaque fois il y avait une décision en face qui était difficile pour des joueurs aguerris, parce qu'on avait vu des bons joueurs en face, Vanessa Selt, des gens comme ça. Là, on est dans les sharks, quoi. On n'est plus dans les petits grinders de NL100, c'est beaucoup plus haut. Et à chaque fois, ils se demandaient quand même. Oui, mais comme le dit Montoya, c'est leur avantage, c'est surtout pas être Scary Money. Quand on a des lui, milliards, non. Lui, il est milliardaire. Enfin, peut-être pas, mais en tout cas, il a beaucoup d'argent, donc il s'en fout. Et c'est vrai que c'est l'avantage de jouer pas Scary Money. Ouais, absolument. T'as vu ce qu'on dit dans le chat, là, ce que dit Ro, par exemple? Que je parle plus que toi? Non, c'est pas ça. C'est qu'il dit qu'on a fait déjà plus de 2 heures d'émission. Ah oui. Et là, c'est un scandale. Et puis, mon chef m'a toujours dit on fait 1 heure. Bon, en même temps, il nous a pourri un peu avec la connexion, donc on a une excuse. Et puis, il nous a fait déjà 50 minutes. Donc, je pense que c'était quand même pas mal de passer 1 heure avec toi aussi. Et je pense que je vais pas me faire engueuler, non. Et j'étais content. Si tu as quelque chose à rajouter avant qu'on finisse l'émission, tu peux y aller. Peut-être qu'il y a des choses que tu aurais voulu parler, peut-être. Remercier tout le monde. Que quand même la communauté Poker Stratégie est quand même une communauté assez agréable. Bah ouais, bien sûr, ouais. Par rapport à d'autres communautés. Et voilà, donc j'aime bien. Et dire à mes élèves qu'ils ont intérêt à un peu plus bosser que ça. Ah, d'accord. Et est-ce que ça t'a fait plaisir de passer à Calling Station quand même? Ah oui, très plaisir. Ouais. J'avais écouté quelques émissions. Bon, la première, comme tu t'en doutes. Bah non, je sais pas, j'avais pas une nouvelle. Tu m'as jamais rien dit là-dessus. Moi, j'ai été discret aussi. Je t'ai pas dérangé. Non, c'est-à-dire que on se connaissait pas d'ailleurs. C'est ça. Et j'ai trouvé ça marrant. J'avais fait ça avait l'air un peu plus folklorique. Je me rappelle que la deuxième émission était un peu moins folle, mais. Oui, après, il y en a eu d'autres des plus folles aussi, mais bon, il y en a eu beaucoup. On est à la 55e maintenant. Effectivement, oui, c'était un petit. La première, c'était un petit peu spécial. C'est toujours. C'est certainement pas la meilleure d'ailleurs, c'est normal, mais en tout cas, on avait essayé de faire les choses du mieux possible. Et puis. Et tu avais fait partie de cette émission, donc c'était sympa, quoi. Malgré moi. Oui, malgré toi, bien sûr, j'avais fait un détournement, évidemment. Mais ceci dit, c'était la vérité, c'est ce que tu disais à l'époque. Ah ouais, mais il n'y a aucun problème, je l'avoue, et limite, je trouve ça même marrant. Bah oui, c'est pas grave du tout, tu sais. Non, ça, il faut avoir donc une distance. Bon, merci Maro aussi. Merci d'avoir accepté, c'était cool. J'ai passé un bon moment avec toi. Je remercie évidemment Tim qui est venu nous parler, et Tim qui est parti maintenant, mais qui est venu nous parler de tout ce qui se passait en Belgique. Et puis vous savez que vous avez quand même un relais avec lui sur tout ce qui se passe pour nos amis belges. Apparemment, il est assez compétent et il pourra vous répondre. Merci Mike, évidemment, pour la traduction, etc. Je te remercie pas pour la connexion, par contre, mais c'est pas de ta faute, évidemment. Donc, je remercie évidemment aussi tout le monde, tous les gens qui sont restés jusqu'au bout et qui, chaque semaine, me font le plaisir de rester. Et puis, si tout va bien, on va se retrouver justement jeudi prochain. Et en attendant, je vous souhaite comme d'habitude good luck aux tables et que les bad beats vous évitent. Ciao. Calling Station. Calling Station. Calling Station.